Salut à tous, bienvenue pour cette 38e émission de Golasso TV, notre quatrième émission depuis le début du confinement. Merci d'être avec nous ce soir pour cette émission qui sera sous le signe de la jeunesse, sous le signe des jeunes joueurs évoluant dans notre championnat portugais. Donc pour cette émission, on a décidé avec Alexandre, qui est avec moi aujourd'hui, de classer en fait les 15 meilleurs joueurs pour nous, les 15 meilleurs joueurs jeunes de la première division portugaise de la saison, ayant évolué au Portugal donc et étant né après 1998. Donc voilà pour le thème de l'émission. Comme je vous l'ai dit, je suis avec Alex. Alex, comment tu vas? Ça va, confiné, mais ça va, et toi? Bah moi ça va bien. Le thème de l'émission plutôt sympathique, hein, parce qu'on Ouais. on va parler de joueurs qu'on aime bien et on aura aussi par rapport à ce classement, je pense aussi un débat plutôt intéressant sur les noms qui manqueront et c'est surtout là, je pense, où il y aura un débat intéressant, je pense à la fin. Donc le principe il est simple. On va commencer par sur ceux qui seront sur YouTube et sur Periscope verront notre liste de ceux qu'on a choisis, les 15 noms qu'on aura choisis. On va donc on va ensuite expliciter notre choix du dernier, donc celui qu'on a nommé numéro 15 jusqu'au premier. Et on parlera aussi peut-être des absents, comme on l'a dit, de ceux peut-être aussi qui seront là l'année prochaine. On fera des petites prédictions à la fin. Et voilà, on va partir comme ça pour du 15e jusqu'au premier durant toute cette soirée avec Alex. Donc, Bah, la liste, elle est là. Et donc, comme ceux qui sont sur YouTube ou sur Periscope le voient, notre numéro 15, c'est Romario Barro, Alex. on est pas sur YouTube, je crois. On n'est pas sur YouTube. Je Non, pense qu'on va arriver, parce qu'on est sur Periscope. ouais. Ce serait chiant quand même de ne pas être encore une fois sur YouTube. Ouais, non, mais Logiquement, c'est censé arriver. on est sur Twitter, mais pas sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave, au pire, on fera comme d'habitude, on mettra sur YouTube demain. Ouais, si ça arrive pas sur YouTube, on mettra sur Ouais, YouTube demain. Et de toute façon, vous étiez nombreux en plus sur Twitter cette semaine, ouais, donc il n'y a pas de souci. Donc, ceux qui l'ont vu le classement ici, donc le 15e nom, c'est Romario Barro, Alex. Un garçon qui avait bien commencé sa saison, enfin qui était titulaire, qui a commencé à jouer beaucoup de minutes du côté du FC Porto, même si le début de saison du FC Porto, notamment avec cette élimination avec des champions, avait été un peu compliqué. Il s'est blessé durant la saison, c'est un peu tronqué sa première saison avec l'équipe première du FC Porto. C'est dès le début, on peut le dire, le seul joueur vraiment promu depuis de l'équipe qui a donc été championne junior l'année dernière et championne avec l'équipe de Youth League, à part les 99, donc les Diogo Costa, Diogo Leite et Diogo Queiroz qui ont pu ensuite partir en prêt. Donc il restait plus que Diogo Costa et Diogo Leite qui ont définitivement, si on peut dire ça comme ça, intégré l'équipe première du FC Porto, sans beaucoup jouer. Et donc le seul vrai joueur de la génération de 2000 du FC Porto qui est entré dans l'effectif premier au début de saison, c'est Romario Barro. On l'a mis que 15e, je pense que tous les deux on l'a mis 15e, parce que, je vais te laisser la parole pour savoir pourquoi tu l'as mis 15e. Je pense que c'est aussi parce qu'il n'a pas eu tant de jeux voilà, que ça et qu'il n'avait pas été encore au niveau qu'il a montré en jeune. c'est Pas ça, c'est encore. ça. Donc, ouais, là, comme tu dis, il commence bien la saison, il est même titulaire lors du Classico contre Benfica. Mais pourquoi 15e? Parce que tout simplement, il se blesse en début de saison et après il revient quasiment plus. En plus, à un poste qu'il n'occupait pas en jaune, c'est-à-dire qu'il jouait sur le côté droit bien collé à la ligne, même si c'est un ballon, avec ballon, il était beaucoup plus centré dans l'axe. Mais voilà, il jouait pas à son poste, il a quasiment pas joué de la saison. Mais voilà, après au niveau du potentiel, on connaît tous le potentiel de Romario Bao, on sait ce qu'il peut donner, on a vu chez les jeunes, notamment en Youth League l'année dernière. Donc voilà, mais c'est surtout au niveau de son temps de jeu et c'est pour ça qu'on l'a mis à cette place-là. Je pense que toi aussi tu l'as mis 15e à cause de ça. Ouais, je l'ai mis 15e parce que le potentiel il est là. Voilà, c'est un peu une sorte comment dire, de bon point en gros pour lui en se disant qu'il est là parce qu'il a joué, parce qu'il a quand même montré des petites choses et que sûrement sûrement l'année prochaine ou dans les 2 années à venir, il sera bien plus haut dans ce classement par rapport à son potentiel. Tu le disais aussi par rapport aussi à sa position, c'est vrai que
c'était un peu, enfin au début dans le 4-4-2 de Conceição, quand le FC Porto joue en 4-4-2, il joue un peu sur le côté. C'est un peu, je trouve aussi c'est un peu le poste auquel il faut s'adapter. Je pense que c'est un joueur qui peut en tout cas s'adapter facilement à ce poste-là dans un 4-4-2 à plat, avec cette faculté ensuite de rentrer dans l'axe dès que le FC Porto a le ballon. Donc ça c'est aussi quelque chose que je trouve. Oui, voilà, exactement. Profil, Donc voilà, et donc voilà, je pense que il fallait plus de temps pour s'adapter à cette position qui est un peu spécifique et toute nouvelle pour lui parce que l'année dernière, à chaque fois que je le voyais jouer, c'était toujours des milieux à 3 du côté du FC Porto, donc lui était jamais sur le côté dans un milieu à 2, enfin dans une ligne de 4 au milieu de terrain, dans un 4-4-2 à plat classique. Donc je pense qu'il lui fallait déjà plus de temps pour qu'il s'adapte à cette position, et ce temps-là, il l'a pas franchement eu à cause des blessures et à cause ouais, surtout à cause des blessures au final, parce que sinon je pense qu'il aurait eu plus de temps de jeu, que ça soit en entrant en cours de match ou en jouant plus de matchs de coupe et des matchs un peu moins importants du côté de Porto. Après, selon moi, c'est pas son poste. Je pense pas qu'il fasse carrière à ce poste-là. On sait que Conceição l'a mis ici parce que pour lui, c'est milieu sur le côté, avec tes milieux axial, un peu comme la psycho de Diego Simeone, qui donc comme des joueurs comme Miguez ou Coquet sont mis sur le côté, mais c'est plus des joueurs d'axe. Et voilà, Conceição c'est un peu pareil, mais et comme Renato d'ailleurs avec l'Euro 2016 quand il jouait sur le côté droit. Mais je pense que c'est vraiment un joueur d'axe qui doit être soit dans un double pivot, soit dans un 4-3-3 en tant que relais. Ok. Sur Romario Barros, je n'en ai pas grand-chose. Non, voilà, c'est le numéro 15, c'est le joueur qui. C'est Voilà, dommage parce que c'était vraiment le plus ouais, je pense qu'il a, il ouais, aurait clairement, pu faire une grosse saison. Ouais. ouais, il avait clairement les moyens d'aller chercher d'être bien plus haut dans le classement cette année. Oui. C'est ça. Donc on passe à notre 14e nom, un nom qu'on ne connaissait pas en début de saison, qui joue dans un club qui a été plutôt pas mal en première partie de saison, Tondela, avec le nouvel entraîneur Nacho González, espagnol, qui donc a ramené ce jeune joueur qui s'appelle Pepe Lou, qui est arrivé donc, et je crois qu'il est prêté, mais je ne sais plus par qui, faut que je vérifie. Mais voilà, il est prêté à Tondela, international espoir espagnol. Voilà, il est né en 98. Romero Baró est né en 2000, si je crois qu'on l'a dit. Pepe Lou, lui, c'est un 98. Prêté par Levante, je crois. Prêté par Levante, voilà. Donc international espoir U21 avec l'Espagne. Je crois qu'il n'a pas joué tant de matchs que ça, mais il a été convoqué cette saison, notamment sur les convocations de septembre, octobre, novembre l'année dernière. Il a 3 sélections. Voilà. Et donc un milieu de terrain plutôt intéressant. Alors dommage qu'il soit que prêté et qu'au final peut-être qu'il retournera en Espagne et qu'il fera son trou, mais ça a été la belle trouvaille du côté de Tondela et vraiment, vraiment un bon joueur. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? C'est un joueur super agréable à avoir joué, longiligne, un peu comme on aime, super agréable à voir, la tête levée, etc. C'est comme tu dis, c'est dommage que. Enfin, j'espère qu'on pourra le garder au Portugal, mais ça me semble compliqué. Mais ouais, une vraie révélation, je le connaissais pas du tout. Après, je l'ai pas vu jouer tant que ça parce que je n'ai pas forcément regardé beaucoup de matchs de Tondela, mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, soit contre les gros, soit contre des adversaires un peu plus faibles, c'est un bon joueur qui fait des bonnes lignes de passe, tête levée, grand, enfin un peu complet. J'espère, je pense qu'il fera sa bonne petite carrière et puis comme tu dis, être sélectionné en sélection espoir espagnole, c'est déjà un bon, comment dire, Un bon signe. c'est un bon signe, voilà, c'est un bon signe qui est rempli de promesses et voilà. Qu'il est suivi par les instances de la fédération espagnole, donc pour aller chercher un. Voilà, c'est-à-dire qu'il était déjà suivi avant et que c'est pas étonnant de le voir là. Moi, ce qui m'avait impressionné lorsque Tondela était venu à Braga, Braga, on avait finalement gagné ce match, mais en première mi-temps, il avait été très bon dans la relance et dans son jeu de passe courte. Il a vraiment une qualité. J'ai envie de dire que c'est un peu typique niveau formation espagnole, ce genre de milieu de terrain très, 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 comme tu as dit, tête levée, qui joue toujours vers l'avant, qui a ce contrôle facile, pied éloigné pour aller chercher tout de suite, avoir le jeu en face et trouver des espaces entre les lignes, surtout avec un jeu de Tondela qui a besoin de ce genre de joueur parce que c'est un jeu
une équipe notamment sur ce match-là, qui était plus venue pour défendre avec un bloc médian bas, puis après de ressortir en transition. Et c'est le genre de joueur qui, dès que t'as cette possibilité de transition, bah, tu essaies de le trouver pour qu'il puisse ensuite faire le lien avec les attaquants qui cherchent les espaces derrière. Donc c'était un joueur qui était parfait et c'est pour ça, je pense que Nacho Gonzalez, Tondel, l'a fait venir, parce qu'il savait qu'il lui servirait beaucoup. Tondel, je crois, qui était l'une des meilleures équipes à l'extérieur il y a encore quelques temps. Alors après, avec la coupure, je sais plus. Mais c'est une équipe, je crois, qui est un des pires bilans à domicile. Je crois qu'ils ont gagné 15 matchs face au Sporting, et à l'extérieur, ils en ont perdu qu'un seul, je crois. Donc une équipe qui a été meilleure hors de ses bases qu'à domicile, et Pepelo était peut-être le meilleur joueur, je ne sais pas. Antonio Xavier a pas beaucoup joué cette saison, donc il y a eu Bruno Wilson au début, avant qu'il arrive avant qu'il revienne à Braga, mais ouais, il fait partie clairement du top 3 de cette équipe de Tondel, qui, si je pense que la saison se serait terminée, ce serait quand même facilement cette saison maintenue, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un club qui a, on le sait, beaucoup galéré les dernières saisons pour se maintenir, mais qui se maintient toujours. Un peu le Toulouse français. Le Toulouse portugais, un peu comme ça. Mais cette année, c'était plutôt intéressant. Rien à rajouter pour Pépé Lou? Non. Non. Donc on va passer au 13e nom, et il va faire polémique, ce nom. Enfin, il va faire polémique, je sais pas. On l'a pas dit au début, mais voilà, les critères, c'était vraiment sur le premier critère, c'était sur la saison, sur la qualité de la saison, sur l'impression qu'ils nous ont donné durant cette saison en Liga NOS. Et le deuxième, c'était voilà, le potentiel. Et là, je pense qu'on l'a mis plus sur le potentiel que sur... parce que le potentiel, c'est qu'il est... Toi, tu l'avais pas intégré à ton classement. Moi, je l'avais pas intégré sur le classement, donc le numéro 13... Ouais, j'ai dit voilà. par rapport au potentiel. Voilà. Même si, voilà, après, je me suis dit, comme il a fait tout le mois d'août, c'est septembre. Septembre, oui, je crois, et ça commence octobre. Octobre, ça commence à... Bon, il perd sa place en octobre, et après, il en joue plus du tout. Je crois qu'il en joue que 2 matchs, comme c'est hier après. Ouais. Oui, en fait, on n'a pas donné son nom encore. Ah oui, oui, c'est Florentino Luis, si vous l'avez pas reconnu. C'est Florentino, qui, si on fait le classement l'année dernière, je pense qu'il est top 3. Ah bah oui. Il y a Jean-Félix premier, et il doit avoir Ferro, peut-être, Ruben Nich. Ouais. Voilà, donc et cette année, on le met 12e, 13e, pardon. Toi, tu l'avais mis 8e, et moi, je l'avais même pas mis dans le classement, parce que pour moi, qu'il limite une saison blanche. Donc, je vais te laisser la parole, Alex, mais c'est vrai que la saison de Florentino, qui est quand même l'un des plus gros espoirs de notre championnat, enfin de cette génération 99, de ce poste de milieu défensif au Portugal, qui a fait quasiment une saison blanche du côté de Béfica. Ouais, comme je t'ai dit précédemment, je l'ai mis là parce que, comme tu l'as dit, c'est l'un des plus gros espoirs du foot portugais. Et je me voyais pas le mettre dans ce classement-là. Après, oui, au niveau de la saison, c'est vrai qu'il n'est pas forcément méritant. Mais ouais, il fait comme août, il n'est pas si mauvais à part peut-être contre Porto. Ensuite, il fait septembre, et ensuite, il disparaît des radars parce que je ne sais pour quelle raison, peut-être parce que pour un moins bien, mais bon, je pense qu'il ne méritait pas de disparaître comme ça de l'équipe. Mais voilà, il me semblait important de le mettre comme dans ce classement par rapport surtout au potentiel, et je pense que l'année prochaine, s'il a du temps de jeu, parce que bon, ça parle aussi d'un départ, il sera beaucoup plus haut lors du classement, dans ce classement-là. Ouais, parce qu'il y a eu les rumeurs du Milan AC l'hiver dernier, soi-disant après avec option d'achat l'hiver dernier. Il joue quasiment donc plus depuis octobre. Moi, ce qui m'a. Enfin, est-ce qu'on est vraiment obligé de recenser les qualités de Florentino Luis? Parce que je pense que la plupart de nos éditeurs l'ont vu la saison dernière. Et si Benfica. Notamment lors de la fin de saison, a réussi à conserver son avance sur l'FC Porto, c'était aussi parce que Florentino Luis plus Samaris sur le terrain, ça a tenu la baraque après la blessure de Gabriel. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Quand on a vu quand même que dès que Benfica a perdu Gabriel sur les quelques matchs où Benfica a perdu notamment beaucoup de points en championnat, est-ce qu'un joueur de sa qualité dans l'anticipation défensive, dans cette chance, même en transition défensive, ce que fait très bien Gabriel à la perte du ballon, lui il essaie de combler plus ses espaces à la perte du ballon, et est-ce que ça aurait pas aidé Benfica sur ces dernières semaines, au lieu de mettre constamment un Julian Weigl par exemple, qui n'est pas forcément ses caractéristiques, sans ballon et plus avec ballon? Moi oui, je pense que c'était, comme je dis souvent, dans une équipe, il faut différents profils. Et quand comme Tarat, je pense qu'il était insortable de l'équipe au niveau de à cause de son niveau de jeu, il était incroyable. Pour moi, il fallait un mec derrière qui défensivement soit au top. Et pour moi, Florentino, c'est ce qu'il représente.
j'ai rarement vu un joueur jeune qui anticipait aussi bien, qui avait une telle lecture de jeu, une telle intelligence. Et puis voilà, ça aurait été bien de la part de l'âge de le remettre en confiance, de le remettre à niveau. Et on a vu l'année dernière que quand il est au top physiquement, quand il est au niveau, bah, il y a pas beaucoup de joueurs qui sont à ce niveau-là, défensivement, je parle. Et pour moi, oui, au lieu d'assister avec un Weigl que j'aurais même mis moi derrière à la place de Ferro, qui a fait perdre énormément de poids à Benfica, j'aurais descendu Weigl d'un rang et remis Florentino. Et je pense. Après, je ne suis pas coach, hein, je vais pas dire que je suis au niveau de Bruno Lage, mais voilà, je pense que Florentino aurait mérité davantage plus de temps de jeu, surtout depuis janvier. Et toi? Bah, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'il était même pas dans la rotation, quoi. Donc, ta C'est ça, mais titularisation, elle est face au Shakhtar au match aller. Retour, je me souviens plus, mais je crois pas. Au match aller, en tout cas, il est titulaire. non, retour, Retour, il est pas titulaire. La première mi-temps qu'il fait, bah, il fait notamment une erreur sur le but qui est refusé sur Malos, une grosse erreur de relance. On a souvent dans l'émission parlé de sa qualité avec ballon, en disant qu'il n'a pas la même qualité avec ballon que Gabriel, ni que Tarabt, mais j'ai envie de te dire, s'il ne joue plus, comment le faire progresser à ce niveau-là. Et là, je trouve vraiment que en fait, c'était anormal de ne plus du tout le voir. Vraiment, je ne sais pas combien de fois il a été hors de la feuille de match, même pas sur le banc. Souvent même derrière Samaris, qui pour moi ne ouais, représente ouais. pas l'avenir de l'efficace à ce poste. Et là, je trouvais pas ça normal de le faire prolonger et de lui donner encore un nouveau contrat la saison dernière, mais ça, c'est un autre débat. Mais le mettre en plus devant Florentino, qui est ton avenir à ce poste-là, et je trouve que si tu ne le fais plus jouer, il ne peut pas progresser sur ses points faibles, parce qu'il a encore des points faibles, il est encore très jeune. Et cette année, j'ai presque l'impression qu'il a perdu une année, et que C'est ce ça. garçon-là, l'année dernière, si on fait le classement, comme on l'a dit, je pense qu'il est deuxième, et que là, il se retrouve 13e, mais même moi, je l'ai pas mis dans le classement, quoi. Et ce qui est pas rassurant, c'est que il y a des rumeurs déjà De d'autres départ. recrues de départ déjà, et aussi d'une autre recrue à Benfica au ce poste-là. Donc, en tant que milieu de terrain, j'ai quand même l'impression que le club n'est pas sur Florentino, et ce serait pour moi grosse erreur. Ouais, c'est quand même compliqué parce que quand on voit par exemple en France, on voit un Kamavinga qui ressemble un petit peu à son équipe, c'est pas exactement le même profil, mais qui ressemble un petit peu, ils ont 3 ans d'écart, et Kamavinga, et si on fait un classement aujourd'hui, il est tout en haut. Ah oui. Et Florentino, lui, qui a fait une saison l'année dernière, enfin une demi-saison, qui sortait Mhm. cette année, c'est censé peut-être pas être forcément l'année de la confirmation, ça peut dépendre, ça peut, voilà, ça aurait pu être l'année prochaine, tous les joueurs ne sont pas pareils, et donc son temps de maturation peut aussi évoluer, mais cette année-là, je dis pas qu'il devrait avoir, comment dire, qu'il devrait avoir forcément une place d'indiscutable, parce que personne n'est indiscutable, et que c'est vrai que s'il est moyen aux entraînements et qu'il est moyen sur le terrain, c'est tout à fait compréhensible qu'il soit en dehors qu'il soit pas titulaire tout le temps, bien évidemment. Mhm. Mais le fait qu'il soit plus du tout limite du jour au lendemain, on n'a pas, C'est ça, c'est du c'est jour, ça. je crois qu'il y a ce match en coupe en tout début au mois d'octobre non, où il est là, mais il y a le match championnat et il est plus là. Et Je crois que ça commence à partir du match contre Guimarães, je crois, peut-être, ouais. à l'aller. Et il est pas dans l'équipe, t'as la paire. Guimarães, je suis en, T'as- en Coupe de la Ligue alors. Parce que le Je match, sais plus. Je sais qu'après, t'as un moment où il pense à la paire Gabriel Tarap qui oui, marche très qui bien, marche très bien. et qui marche très bien, et qui du coup, Florentino disparaît des radars, comme tu dis. Non, Et ce qui me fait peur, ce qui me fait peur, c'est l'année prochaine, c'est que Gabriel va sûrement revenir, est en phase et va revenir la saison prochaine. Tarap, je pense qu'il va continuer aussi à jouer l'année prochaine. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait Florentino? Est-ce qu'il va repasser une saison sur le banc? Parce que à cet âge-là, c'est quand même très, très important de jouer. Est-ce qu'il va être dans la rotation? Voilà, c'est une question que je me pose, et voilà, je suis un peu inquiet pour son avenir. non, mais sur son avenir à Benfica, parce qu'en plus, ouais, il y a les Mmh. rumeurs cet hiver. C'est vachement dommage, je trouve, de ne pas le. C'est pas, je trouve ça dommage, je trouve ça incompréhensible de ne pas de l'avoir sorti, mais limite de toute rotation au niveau de Benfica, et peut-être qu'à la fin on en parlera du fait de recruter un joueur qui n'est pas dans son profil, qui est Weigl, mais qui est un milieu défensif aussi, et si un jour tu repasses en 4-3-3, là à la limite c'est Weigl le profil le plus idéal par rapport à un Florentino, donc on parlera peut-être ça à la fin, mais voilà, c'est 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 très frustrant. Genre, comparaison par exemple au premier de notre classement, si on spoil un petit peu Tolling qui en début de saison, Mmh. on comprenait pas forcément pourquoi il ne jouait, en fait, qu'il jouait pas plus,
mais il était toujours le 12e homme. C'est-à-dire c'est vrai qu'il a mis du temps avant sa première titularisation qui arrive en Coupe du Portugal au mois d'octobre, mais il était tout le temps le 12e homme, le premier à rentrer, le premier à essayer d'être de ce joueur qui se sorte d'un player. Et Florentino, lui, il a absolument pas eu ce rôle-là du côté de Benfica parce qu'il a été de très nombreuses fois hors de la feuille de match. Quelque chose à rajouter sur Florentino, voilà, Non, dans parce que très, on est complet. 13e de notre classement. Donc le 12e de notre classement, c'est un joueur contre Florentino, qui a commencé vraiment à jouer cette saison du côté du Sporting. C'est Gonzalo Plata, Alex, donc l'équatorien, qui est arrivé l'hiver 2019. Après, donc on a commencé à le voir à la Coupe du Monde U10, U20 ou U17, je sais plus. C'est peut-être le coup. U20, je crois. Hein. U- Ouais, c'était l'été dernier. Ouais, c'était Coupe du Monde, U20, du coup. Coupe du Monde U20 avec l'Équateur. Arrivé donc au Sporting à l'hiver 2019, qui a commencé donc en équipe U23 du côté du Sporting, et qui cette année a, au fur et à mesure du temps, gagné du temps de jeu. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais surtout sur les derniers matchs du Sporting, où il a beaucoup plus il a eu beaucoup plus de temps de jeu, il a marqué quelques buts, notamment un but en championnat. Alex, qu'est-ce que tu penses de ce joueur qu'on avait commencé un petit peu à voir chez les jeunes, parce qu'il a joué chez les jeunes, et de son potentiel du côté du Sporting? Bah, c'est le type d'ailier qu'on aime, hein. C'est l'explosivité, la rapidité, technique, dribbleur. Et après, voilà, c'est souvent aussi le type, le problème dans ce type de joueur, c'est la finalisation, c'est le dernier geste. Il te fait je me rappelle son entrée, grosse entrée contre Istanbul en Europa League Mhm. en février. Mais voilà, il pêche dans le dernier geste, mais c'est un joueur avec un grand avenir. Et si vraiment il corrige ces défauts-là, il risque de faire très 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 mal. Et ça part déjà de le blinder, à mettre une clause Ouais. à je ne sais combien de millions d'euros. Voilà, Sporting compte vraiment sur lui sur les prochaines années pour vraiment faire une grosse plus-value. Et j'ai aucun doute sur le fait que l'année prochaine il va exploser. Ce sera peut-être même la révélation du championnat. Et donc voilà, c'est une progression linéaire. Et je pense que l'année prochaine, il sera titulaire à part entière dans le Sporting d'Amorim et que ça risque d'être vraiment pas mal à suivre. Et dans le système d'Amorim qui est un système en 3-4-3, alors que lui plus ailier de formation, tu le verrais plus en tant que piston Comme ou Trincão. comme Non, quelqu'un sur un poste de ouais, milieu offensif? c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Je pense pas Oui. en tant que ailier droit, donc cocher qui rentre sur son pied droit, ouais, c'est un peu le même profil, enfin un peu moins quand même, un peu moins, comment dire. Trincão est plus comment dire, dans la passe, dans l'élégance et tout. Mm. Plata, c'est plus le dribbleur, c'est plus le La vitesse. finisseur, le vrai ailier. Mais je pense qu'il va très bien s'adapter. Il va faire une pré-saison avec Amorim et ça va très bien se passer. J'ai aucun doute sur le fait que Plata va faire une très très grosse saison la saison prochaine. Oui, surtout quand on voit ce qu'a fait Amorim de Galeno à ce poste. Enfin, il a plus souvent joué piston du côté de Braga, mais il a aussi souvent joué à ce poste de milieu offensif à côté de Paulinho, notamment face au Sporting. Les deux fois, il avait été aussi très très bon sur un poste où un peu plus entre les lignes, un peu plus dans les demi-espaces, et il a pourtant fait une très belle figure. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'inquiétude sur le fait que Ruben Amorim arrive à faire un peu la même chose avec Plata. Ouais. Peut-être un peu mieux, je trouve peut-être que Plata peut encore plus aller chercher les espaces intérieurs, alors que Galeno, déjà tu parlais déjà du retard par rapport au fait que lui, Amorim l'avait déjà dit, lui vraiment aime coller la ligne et aime vraiment partir de plus loin du côté sur le côté, sur la largeur. Donc je pense déjà qu'il y aura peut-être moins de travail du côté de Plata pour lui faire comprendre que c'est à ce poste là qu'il faut que tu progresses, et que c'est à ce poste-là que tu apporteras ton rendement maximal dans le système de Ruben Amorim. Ça, c'est vrai que c'est plus à ce poste de milieu offensif qu'on le voit. Le Sporting ne dispose que 50% de ses droits, puisque c'était la seule façon de le faire venir par rapport aux gros concurrents qu'il y avait. Donc c'est dur, je crois qu'il y avait le Barça dessus, mais c'était plus pour le mettre directement en équipe B. Et c'est vrai que quand tu vas dans des très très gros clubs, bon, on en a parlé il y a 2 semaines avec Pedro Neto, bah forcément t'as pas forcément le plan de carrière est pas forcément tracé dans la meilleure de la meilleure des façons. Là avec le Sporting, bah, il sait que déjà cette saison il a eu du temps de jeu, 11 matchs cette saison, 500 minutes de jeu à peu près. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Pour une première saison, Première année en surtout Europe. que voilà, c'est un 2000, donc il va avoir 20 ans cette année, donc c'est bien, et ça, surtout l'année prochaine, voilà, c'est peut-être le grand espoir du côté du Sporting, le jeune à suivre du côté du Sporting la saison prochaine. Ouais, clairement. Donc
pense qu'on a été complet Donc, sur Gonzalo Plata. On va passer donc à notre 11e, à la 11e position, un autre joueur de Benfica, je crois que c'est le dernier de Benfica cette saison, dans notre c'est top ça. 15, c'est ça. Ouais, notre numéro 11, c'est Thomas Tavares. Alex, c'est le plus jeune du classement, il me semble. C'est vrai, 2001. 2001, donc il a fêté ses 19 ans cette année, donc il a commencé à 18 ans du côté de Benfica la saison dernière, lors de ce fameux match face à Leipzig, où il avait été lancé pour ses débuts en pro face aux hommes de Julian Nagelsmann. Sa saison, elle a pas été. Enfin, on a vu quand même certaines choses qu'on voyait de lui quand il était en jeune, parce que je crois qu'on l'a quasiment pas vu en B. Je crois que l'année dernière, il joue quasiment pas. Ouais, Je crois que cette année, il joue c'est quasiment peut-être une pas. étape, ouais. Il saute Ouais, limite. cette étape était cruciale pour lui, Et ouais. voilà, il saute l'équipe B cette saison. Donc on en reparlera peut-être à la fin de la saison. On a déjà beaucoup parlé des problèmes de recrutement de Benfica, je crois. Et Thomas Tavares, c'est le symbole d'avoir peut-être mis un jeune trop tôt dans ce cas-là, de ne pas avoir fait confiance à l'équipe B pour le mettre à ce poste d'arrière droit. J'en parlerai de ce que je pense de lui parce que chez les jeunes, il m'impressionnait énormément. Mais qu'est-ce que tu en penses de sa saison? On a quand même vu des choses positives, mais on a quand même vu pas C'est mal de ça. négatifs. Bah, après, avant toute chose, comme tu l'as dit, c'est le plus jeune. Mm. Donc, 18 ans, il a une marge de progression. C'est une grosse marge de progression. Et j'ai vu pas mal de supporters lui tomber dessus. Je peux comprendre quand les supporters tiraient tout de suite que ça marche, etc. Mais il faut prendre un peu de recul et se dire que le gamin a 18 ans et qu'il n'était pas forcément prêt à être à aussi haut niveau cette saison-là. Il était peut-être plus prédestiné à jouer en équipe B cette saison et peut-être l'année prochaine, cette saison, donc l'année suivante, de postuler à une place de titulaire. Donc là, il est là parce que André Almeida a arrêté de se blesser tout au Mm. long de la saison. Il n'y avait pas de concurrent. Donc voilà, on a mis Thomas Tavares parce que c'était peut-être le joueur le plus intéressant en tant qu'arrière droit, vu qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Mais oui, il a des qualités techniques qui sont hors normes pour ce poste-là. C'est vrai qu'il est très beau à voir jouer. Après, voilà, c'est qu'il offensivement, ça reste encore un peu léger. Il prend pas souvent son couloir. Dans les débordements, ça reste pas vraiment, il est pas vraiment explosif, donc c'est compliqué pour lui de déborder. Défensivement, il se fait très souvent prendre dans son dos, mais voilà, il a que 18 ans, il a encore une grosse marge de progression. Je pense que l'année prochaine, et j'espère qu'il sera encore un titulaire à part entière. Et voilà, il aura que 19 ans, et même l'année prochaine, s'il fait pas une grosse saison, il aura que 19 ans, et il faut prendre le temps avec ce genre de joueur, et je pense qu'il est vraiment intéressant à suivre. Ah ouais, quand il était en jeune, moi, ce qui m'impressionnait, c'était sa qualité technique, quoi. C'est un Ouais, joueur qui techniquement est très 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 fort, qui dès qu'il reçoit le ballon est tout de suite, qui se tourne tout de suite vers l'avant, donc il est toujours le jeu en face. Et donc ça a été une des armes aussi dans la bonne période de Benfica, novembre-décembre, c'était cette arme à la sortie du ballon, d'être capable de sortir de la pression adverse par le côté, et lui aller très très vite à ce niveau-là. Et donc c'est un des joueurs qui représente pour moi aussi un peu peut-être, je pense, c'est l'évolution qu'on va avoir bientôt du poste de latéral qui ouais, commence à arriver avec Guardiola, c'est ces fameux latéraux qui vont être des vrais meneurs de jeu et qui vont être des meneurs de jeu à partir du couloir. Et comme on voit avec Zinchenko, comme on voit avec Walker du côté de Manchester City, comme on le verra, je pense encore plus l'année prochaine avec Cancelo, qui représente aussi très bien cette évolution ouais. du poste. Tavares, pour moi, c'est pas celui qui va le plus déborder, oui. Je pense qu'il en est capable. Il a une bonne qualité de centre, pied droit, pied gauche. Il est pas, Oui, 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 il c'est va- sûr. il- Allez, quand ouais, en jeune, quand il le c'est faisait, c'est vrai qu'il le fait pas d'une façon, comment dire, c'est pas le meilleur à ce niveau-là, mais il est pas maladroit par rapport à sa qualité Ah, de centre. il peut très bien dribbler en étant à Voilà, droite, il a une qualité il n'y a technique, pas de souci là-dessus. il n'y a aucun souci là-dessus. Il le fait peut-être pas assez du côté de Benfica. J'allais dire que l'équipe, étant donné que l'équipe n'est pas non plus aussi hyper confiante cette saison, au final, il y a eu que 2 mois très bons du côté de Benfica, c'est en décembre. Ensuite, il y a eu quand même pas mal de mois où l'équipe était enfin, je dirais pas si un peu en manque de confiance, même si les résultats en début de saison il n'y a que 10 victoires presque, à part le match à Porto. Mais c'est vrai que février, mars, non pas mars, parce que mars on est en confinement, donc janvier, février et début mars, l'équipe de Benfica a commencé à perdre énormément de points. Et pour un gamin de 18 ans, dont en plus le reste de la défense n'est pas là pour le rassurer, alors il est du côté de Ruben Dias, qui le couvre, et Heureusement. heureusement. S'il a été du côté de Ferro, il aurait encore pris plus dans la tronche, je pense. Mais ouais, je trouve ça mais ouais, limite un peu injuste qu'on tombe autant dessus, parce que déjà, je pense qu'il faut tomber sur déjà tes dirigeants, qui ont des dirigeants de l'efficace, qui n'ont pas été capables de trouver un autre latéral droit pour remplacer André Almeida, parce que lui, clairement Tavares devait avoir une saison en B cette saison.
c'est encore un junior de première année, deuxième année, donc il devait jouer, c'était une progression logique pour lui, clairement c'était l'équipe B cette saison. Euh, et donc, voilà par Moi, rapport à... Oui, j'ai une vas-y. petite question pour toi aussi. Au vu de ses qualités, il y a pas mal de gens qui se demandaient si vraiment le poste de latéral droit était son vrai poste. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une évolution du poste de latéral et il le représente bien cette évolution. Enfin, surtout dans un club comme Benfica qui, pour moi, et on l'a vu un petit peu avec Bruno Lage la saison dernière, cette équipe qui doit avoir le ballon, qui doit savoir posséder le ballon, que ça soit quand l'équipe adverse presse ou quand l'équipe adverse ne presse pas. Lui doit être une équipe comme Benfica dans le championnat portugais est une équipe qui doit avoir le ballon, qui doit même passer beaucoup beaucoup plus de temps en organisation offensive, à la construction. Et lui, il a toutes les qualités requises à ce poste avec cette évolution de ce poste de latéral qui est de commencer à construire, d'essayer d'être ce meneur de jeu un peu reculé, parfois peut-être même jouer dans une défense à 3, de jouer dans une défense à 3 et de commencer à construire par les extérieurs. En plus, quand tu as un Grimaldo qui lui est un joueur vraiment de couloir et qui aime prendre son couloir et qui aime centrer et qui aime déborder, bah, tu avais deux profils différents et tu aurais pu déjà un petit peu t'adapter dessus. Mais comme j'ai dit, l'équipe elle est on n'a pas vraiment vu ça cette saison du côté de Benfica. Après, en partie de saison, tu as beaucoup gagné, donc t'as un peu, quand tu gagnes, on voit rien. Et comme Benfica, pendant un an, a gagné, quasiment gagné tous ses matchs, donc on n'a pas vu les quelques défauts, certains défauts qu'il y avait. Mais pour moi, après, ce qu'on pourrait avoir dans un poste de relayeur, pourquoi pas. Quand tu vois Zinchenko, Zinchenko, quand il arrive à City, un coup il prend son couloir, un coup il rentre dans l'axe, un coup il reste en limite dans sa défense à 3. Donc c'est un joueur qui dans cette configuration, quand tu as le ballon, peut jouer quasiment à tous les postes derrière pour commencer la construction. Et il peut aussi, comme on l'a dit, prendre son couloir à certains moments. Il peut commencer à construire avec son milieu offensif son milieu offensif, le milieu de terrain double pivot de son côté. Non, je trouve que c'est un joueur qui est hyper intéressant, qui est hyper intéressant à ce poste. Ce qu'il faisait en jeune en plus, c'est ça que je trouvais qui était intéressant, c'est qu'il se démarquait par ce fait qu'il n'était pas comme les autres. C'est pas par exemple comme Felipe Cruz, le 2002, du côté de Benfica, qui avait beaucoup parlé par ses performances aussi en Youth League, qui est aussi un très bon joueur, mais qui n'est pas du tout du même profil et qui lui est un profil plus offensif, plus physique, plus explosif, bien sûr. Et donc, c'est un peu le profil qui est un peu partout en ce moment. Et on parle de latéral moderne, mais moi je pense que le latéral moderne, c'est plus un garçon comme Thomas Tavares, c'est plus un garçon comme Thomas Esteves, du côté de Benfica et du côté du FC Porto. Bah, surtout que le poste de meneur de jeu s'éteint de plus en plus. Qu'aujourd'hui, le meneur de jeu, c'est plus le numéro 10 comme à l'ancienne, derrière les attaquants, qui va être le joueur lui-même. Aujourd'hui, le meneur de jeu peut être partout. Ça peut être même aujourd'hui, ça peut être même à latéral droit. C'est pour ça que, comme tu dis, le poste derrière droit va évoluer et que même aujourd'hui demain, un Thomas Tavares peut devenir très bien le meneur de jeu d'une grosse équipe. Ça, j'en doute pas. Il représente pour moi le futur de ce poste. Pour moi, le latéral moderne, bientôt, ce sera des garçons comme Thomas Tavares qui sont à la construction déjà, qui seront capables bien sûr de déborder parce que maintenant, c'est même plus être moderne, c'est un latéral normal que de savoir déborder. Mais je pense que l'évolution, lui va faire partie de cette évolution. Si bien sûr il se crame pas parce que pour moi il a beaucoup de potentiel. Il est quand même à 2000 minutes cette saison, toute compétition confondue. Donc la saison elle aura été dure je pense au niveau, mais je pense qu'il aura beaucoup pas. Je pense que c'est dans ces saisons-là, je pense qu'on apprend beaucoup quand on a vécu des difficultés comme il l'a vécu. Et voilà, comme on l'a dit, heureusement qu'il y avait aussi Ruben Dias sur son côté, défenseur central droit, pour aussi combler certaines lacunes défensives dans son dos, même si ça n'a pas tout le temps marché. On se souvient de débordement d'Aouar face à lui au Parc OL cette saison. Donc voilà, ça va faire partie de cet apprentissage. Et même si oui, je pense qu'il aurait mieux fait de jouer en B cette saison, mais en A, bon, il aura appris en tout cas. Il aura appris dans la difficulté, c'est aussi important. Entièrement d'accord. Donc je pense qu'on a fini sur Thomas Tavares. Ouais. On va passer donc à notre seul gardien de la liste. C'est notre seul gardien de la liste. C'est Luis Maximian, le gardien donc devenu en cours de saison gardien du Sporting, deuxième gardien donc historique de la génération 99, si on peut dire si on peut appeler ça comme ça. Le gardien historique n'est pas là, donc puisque c'est le seul gardien Maximian de la liste, donc on en parlera à la fin. Quelques boulettes. On se souvient face à Porto du fait qu'il n'ait pas forcément protégé la profondeur lors de ce match à l'Alvalade entre Porto et le Sporting, mais certaines performances quand
même de grande qualité de la part de Maxime, notamment de ce match face à Porto, en fin de match, où il garde un petit peu l'espoir, même si je crois que Porto menait déjà 2-0 à ce moment-là, mais l'entrée de Luis Diaz, il aurait pu marquer 2 buts faciles et Maxime avait été très bon. Face à Braga notamment, en championnat, il avait été aussi très très bon. Toi, on le connaît depuis longtemps, Alex. Qu'est-ce que tu en penses? On le compare beaucoup à Rui Patricio. Est-ce qu'il a Enfin, au niveau jeu au pied, je pense que tu peux les comparer. Ouais, c'est vrai que les deux sont pas Les deux fameux. sont pas fameux. Mais est-ce que, en termes de qualité pure de gardien, est-ce que ça se rapproche? Est-ce qu'il a le potentiel pour arriver? Ouais, ouais, je pense. C'est vrai que si tu regardes bien, oui, au niveau du pied, bah, c'est dans le même défaut, c'est pas hyper propre balle au pied. Après, voilà, c'est des gardiens qui sont très très bons sur leur ligne. Mm. Ça, je pense que au niveau explosivité sur leur ligne, ils sont très très bons et qui ont un peu de mal aussi dans les airs. Donc, c'est vrai que la comparaison peut être bonne. Mais ça reste un très bon gardien. J'espère que malgré ses erreurs, il continuera à être titulaire l'année prochaine, car j'avais vu des rumeurs comme quoi Sporting Mm. cherchait un gardien, mais je pense que voilà, il va arriver à 21 ans. C'est peut-être le bon moment de prendre la place dans les buts et de faire une carrière comme Rui Patricio, pourquoi pas. Et non, non, ça reste un très très bon gardien. C'est pas le meilleur selon moi de la génération 99, car pour Non. moi, Diogo Costa est devant lui. Mais ça reste un excellent gardien, un bon petit gardien ça peut être un bon gardien du championnat portugais et voilà. Bah, je pense que c'est un peu la réflexion qu'on aurait pu avoir avec Rui Patricio il y a 10 ans, à peu près. Bien Quand il sûr, c'est commence vrai à que avoir sa place du côté du Sporting, on se dit pas forcément que. Enfin, il se démarque pas, par exemple, par rapport à son jeu au pied, par rapport à sa vision du jeu quand il récupère le ballon, mais il se démarque en tout cas par ses qualités pures de gardien qui sont bah, sur la ligne, il encaisse peu de buts, il a de vrais réflexes sur sa ligne. Et je pense que, franchement, je pense qu'il a eu la malchance dans sa génération d'avoir Diogo Costa. Parce que je pense que dans n'importe quelle autre génération, que ce soit avant ou après, il titulaire. titulaire, je pense. Donc Ouais. il a pas eu cette chance-là d'avoir. Enfin, il a eu cette malchance. Il a aussi joué en Virginie, je crois qu'à un moment il était troisième gardien même. Il était Parce que troisième gardien, je parce crois que. il était même pas convoqué Ouais, pour l'Euro 19. U19, il est pas convoqué. Ouais. C'est pour Ouais, ça que il n'est je. pas convoqué. Il fait le dernier match parce que c'est Diogo Costa qui se blesse. Du coup, Virgin est titulaire en finale et c'est donc Maxime Agnew qui prend la place sur le banc. Mais C'est ça. il était même pas convoqué pour l'Euro 19. Ouais. Je joue en Virginie qui joue actuellement à Everton, je crois, toujours. Et qu'il était prêté à Bristol Ah, c'est ça, ouais, il comme était ça. prêté. Il était remplaçant. Donc, Donc, ça, ça me ouais, fait plaisir. mauvais choix de carrière. Enfin, C'est ça, d'aller clairement. en Angleterre, dans les gros clubs, je trouve que c'est vraiment C'est vrai. un choix pourri. Mais bon, c'est Il pas était grave. Arsenal, il a Parce qu'en été plus, prêté. voilà, c'était pas un mauvais gardien, c'était plutôt pas mal. Ouais, non, c'est un bon gardien. À une époque, c'était carrément le deuxième meilleur de Mm. génération 99. Il a fait l'Euro 17, il a fait tout le parcours. Ouais, il a fait tout par oui, tout le temps là. Mais voilà, il était Arsenal. Ensuite, il a été prêté à Everton, ensuite à Reading. Enfin, voilà, des prêts à non plus finir. Et il n'a jamais su s'imposer dans aucun des clubs. Donc, ça va être compliqué pour lui. Donc voilà, par rapport à Maximian, moi je me base surtout sur ce que j'ai vu du côté de Braga avec Ruben Amorim, il demande quand même à son gardien dans Ouais. le jeu court d'être au niveau du jeu au pied, ça d'être quand même sacrément bon, de prendre des risques, d'aller parfois chercher les passes dans l'axe et tout. Il y a eu des rumeurs, il y a eu la rumeur Loris Karius, l'ancien gardien de Liverpool, du côté du Sporting. Est-ce qu'il est franchement meilleur au pied? Je sais pas. Donc, donc voilà, je trouve que c'est pas vraiment le profil de gardien qui serait bien du côté du Sporting. Enfin, soit tu prends vraiment un gardien qui soit bon au pied parce que ton entraîneur a besoin de ça lorsque l'adversaire presse pour surpasser la pression adverse et pour être cet homme libre et pas fondre totalement, constamment balancé devant, ou soit tu fais progresser Maximin à ce niveau-là et c'est pas franchement impossible de le faire progresser dans son jeu au pied. Ouais. Donc c'est l'interrogation qu'on peut avoir par rapport à l'année prochaine, mais je trouve que on n'a pas le droit enfin, on doit, quand on a un gardien qui a ces qualités-là au niveau de ses qualités pures, il faut le faire progresser si tu as besoin d'autres caractéristiques. Ça me fait penser un peu quand Paulo Fonseca était arrivé du côté du Shakhtar avec Petov, qui montrait des choses au pied, mais comme il n'avait pas eu d'entraîneur jusqu'au boutiste à ce niveau-là, bah, il prenait pas autant de risques qu'avant. Et dès que Paul Fosca est arrivé, il a dit bah, soit tu es au pied, tu montes des choses, soit on prend quelqu'un d'autre. Et il a progressé à ce niveau-là, il a commencé à prendre plus de risques. Donc j'espère que Ruben Amorim montrera la voie à Maximian, parce que ça reste quand même un gardien qui est potentiellement sélectionnable dans les années à venir. Dans deuxième, troisième gardien. Hein, Clairement. Je pense que c'est pas le poste le plus, comment dire, le poste prioritaire à combler pour Sporting, loin de là. Ouais, je pense aussi, ils ont un bon gardien, autant faire progresser sur les caractéristiques que tu as besoin.
Rien à rajouter sur lui, Maximian. Donc on va passer à notre numéro 9, Alex. Un joueur qu'on aime beaucoup, qu'on a vu au tout début de saison lors du match Moreirense-Braga-Moreirense, Ouais, en tout début de saison. ouais. C'était son premier match du côté de Moreirense. L'année dernière, il avait explosé du côté de Estoril. C'est Philippe Soares qui joue donc actuellement à Moreirense, qui fait vraiment partie qui progresse constamment, qui a fait une super saison du côté de Estoril la semaine dernière, peut-être le meilleur milieu de terrain du côté de Estoril. Il y a eu des rumeurs du côté du Bordeaux, enfin il y a eu quand même des bonnes rumeurs par rapport à lui. Au final, il a signé à Moreirense, qui a quand même décidé de un peu casser la tirelire pour l'avoir. Lui, bon choix de carrière sur sa saison, parce qu'il progresse tranquillement dans un club qui de nouveau joue la première partie du tableau, pas comme l'année dernière, et eux qui ont fini 6ème, mais la première partie du tableau quand même. Aux côtés, donc, je crois qu'il y a Fabio Pacheco, dans le double pivot du Moreirense, qui a montré de très très belles choses sur les dernières semaines, notamment avec Fabio Abreu qui a enchaîné les 8 matchs consécutifs en marquant. Un joueur qu'on connaît depuis longtemps aussi, parce qu'il fait partie de la génération 99. Il a pas tout, non, c'est un 99, mais il n'a pas beaucoup joué. Je crois qu'il n'a pas du tout joué Il n'a pas avec la joué, sélection presque. ouais. Donc qu'est-ce que tu penses de ce joueur au final, que la plupart des gens ont vraiment commencé à voir cette saison du côté de Moreirense parce qu'il est en première division. Bah, c'est le vrai box-to-box, comme on dit, quoi. Clairement. Il est capable d'être très bon dans les deux surfaces, aussi bien à la récupération qu'ensuite pour porter le ballon dans la surface adverse. Il est très bon techniquement, il est bon dans le dernier geste. Voilà, on ne sait pas, il a une bonne marge de progression encore, il progresse chaque année. Ça parle aussi, ça parlait d'un retour, certains voulaient un retour à Efficace, Benfica. on en parlait. Ouais. Après, je pense que c'est peut-être encore un peu trop haut pour lui, même si pourquoi pas, mais bon, à l'instar de Chiquinho, je pense qu'il devrait faire encore une étape supplémentaire dans un club, dans un bon club du Portugal, style Guimarães, Braga, et ensuite pourquoi pas partir dans l'un comment dire, l'un des deux gros, ceux qui se battent pour le champion en titre depuis plusieurs années. Mais oui, je pense qu'il fera sa carrière et c'est une vraie révélation de ce championnat. Et on espère que l'année prochaine, qu'il fera encore mieux et je pense qu'il peut encore faire mieux que de ce qu'il a fait cette saison. Non, parce qu'il est destiné à partir de la saison prochaine. Ouais. Je pense que la progression elle est logique. Il a fait le bon choix d'avoir cette année de transition en première division et que l'année prochaine, oui, mais c'est clairement le. Enfin, moi j'aimerais beaucoup le voir à Braga parce qu'on sait que Paline devrait revenir du côté du Sporting et que même s'il ne revient pas du côté du Sporting, même s'il part à l'étranger, il faudra quand même le remplacer. Donc il y a un nom qui m'intéresse et qui est un peu plus haut dans la liste, mais Philippe Soares, c'est ce joueur dans un double pivot qui est important parce que c'est un vrai box-to-box, c'est un énorme volume de jeu, une vraie qualité technique dans la passe et dans la conduite de balle. C'est vraiment un joueur qui progresse, que j'avais totalement perdu de vue. Il y a que l'année dernière, on l'a vu à Estoril, on l'a vu, il est bon lui, mais on se souvient de lui, mais première saison en pro du côté Estoril. C'était pas le plus fort chez les jeunes, quoi. Loin de là. C'est pour ça qu'il a Surtout eu des que sélections, côté 99 Benfica, tu dois avoir Jetson, Florentino et je ne sais plus qui y avait à côté, mais Nuno Santos, oui, qui était promu. Ouais. Non, t'avais du monde, hein, donc c'était pas le, il était là, on le voyait du côté il était du côté de Benfica, dans cette génération 99 qu'on a observé pendant plusieurs années, mais il était loin d'être l'un des joueurs qui était privilégié du côté de Benfica. Et donc il a fait le bon choix de partir en deuxième division et d'avoir cette étape intermédiaire du côté de Moreirense. On a parlé de Benfica tout à l'heure. Dans un milieu à deux, son profil correspond à un milieu à deux qui pourrait potentiellement jouer du côté du double pivot de Boulonnage. Mais est-ce que véritablement il va t'apporter quelque chose de plus par rapport à un Gabriel ou par rapport à un Florentino? Je ne suis pas sûr. C'est ça le truc, c'est que je pense qu'ils. Bon, c'est un profil qu'ils n'ont pas. C'est vrai que c'est un profil qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas vraiment de box-to-box, à part. Même Montarat commence à le devenir de plus en plus. T'as Gabriel aussi qui est très bon aussi dans cet aspect-là, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le choix idéal de partir dans ce Benfica-là qui est déjà rempli de milieu de terrain. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ah bah moi je comprendrais pas pourquoi il retournerait à Benfica. Je dis pas qu'il a pas je pense peut-être que son envie c'est un jour de retourner à Benfica et de se dire bah regardez aujourd'hui je reviens parce que j'avais peut-être les qualités pour pouvoir m'imposer, pour avoir plus de temps de jeu, peut-être en équipe B, peut-être chez les jeunes, mais je trouve que déjà l'année prochaine c'est trop tôt. Déjà parce que du côté de Moreirense, ça marche très bien sur les dernières semaines, sur le mois de janvier, mois d'août, depuis que Ricardo Soares a signé du côté de Moreirense, mais je pense qu'il fallait quand même en voir un peu plus
pour peut-être signer dans un club qui doit jouer le titre à la fin de la saison. Donc voilà, je suis totalement d'accord avec toi sur l'étape intermédiaire du côté de Guimarães ou chez moi du côté de Braga. Et je trouve que l'étape la plus logique serait d'aller à Braga parce qu'on a besoin d'un joueur de son profil et qu'il y a une place qui se libère et que quand on voit pas ligne et qu'on se dit peut-être si l'année prochaine il est titulaire au Sporting ou qu'il va à l'étranger, l'étape intermédiaire elle aura quand même été plutôt très bien réussie. Tu joues l'Europe l'année prochaine, t'auras de la concurrence, mais tu pars pas avec limite deux joueurs de ton profil du côté de Benfica enfin, de ton profil qui pourraient être dans ta concurrence surtout. C'est avec enfin même avec Weigl, je peux le mettre en concurrence. Oui, tu mettrais en concurrence avec Gabriel, Florentino et Weigl. Il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Je trouve que c'est pas le moment l'année prochaine de re-signer à Benfica vraiment. À moins de re-signer, d'être prêté, mais bon, c'est. Ouais, enfin, je trouve que aussi, ouais, comme tu as dit, c'est beaucoup trop tôt, mais en tout cas, c'est un joueur très très intéressant. Et c'est vraiment, vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est de voir que ce garçon, voilà, il était en D2 l'année dernière, il a fait une très bonne saison, il a fait le bon choix, il progresse tranquillement, il est actuellement en D1. Quand on voit quelqu'un progresser, c'est forcément très 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 sympathique à voir, et avec lui, c'est vraiment bien. Et Moléliens, qui travaille de mieux en mieux du côté du Migno, c'est intéressant. Rien à rajouter sur Philippe Sauvage. Voilà. Numéro 9, donc Philippe Sauvage, joueur de nous les liens 99. On va passer à un autre 99, un de mes chouchous, vraiment, enfin enfin jamais j'aurais cru qu'il atteindrait peut-être un niveau comme ça, mais on va parler un petit peu de ça juste après, mais alors, je vais donner la parole à Alex. Le numéro 8, donc c'est David Carm, qui a donc à l'arrivée de Ruben Amorim fait son entrée dans l'effectif de Braga, lui qui avait été d'abord qui était en deuxième division la saison dernière, qui avait été promu en équipe B du côté de Braga, qui avait fait une saison pas mal, sans être extraordinaire. Alors c'est vrai que l'équipe B est descendue en troisième division l'année dernière, et donc c'est plus difficile de se mettre en valeur que quand il y a une équipe qui performe. L'équipe ne performait pas, et donc lui n'a pas été mauvais du tout, mais enfin, il sortait pas du lot incroyablement, comme pouvait sortir du lot. Enfin, encore Tenkan n'est pas sorti du lot extraordinairement en équipe B, mais il sortait du lot quand même. Et Carmo, pas forcément la saison dernière. C'est en D3 seulement cette année qu'il s'est vraiment révélé avec Ruben Amorim, qui lui a fait, enfin, qui lui a fait confiance, mais qui lui a dit vraiment prends tes responsabilités maintenant. Capitaine d'ailleurs, en 99, alors que c'était pas le plus vieux loin de là dans cette équipe, il y avait des joueurs plus vieux. Et dans cette défense à 3, dans ce poste de défenseur central gauche, il a fait des merveilles en D3, ce qui n'était pas illogique, vu que déjà en D2 il avait le niveau, donc en D3 il n'y avait pas de problème. Mais c'est surtout en première division, et même s'il a eu des débuts un peu compliqués lors de ce match à Porto, Alex. Donc ouais, j'ai donné la parole sur Carmo, qui est un joueur qu'on connaît bien. Enfin, je pense qu'on peut rappeler l'Euro U19, où quand il rentre dans l'équipe, c'est impressionnant. Donc je te laisserai en parler. Et de savoir quelle est sa marge de progression. On sait que le poste de défenseur central, c'est pas le poste où on a le plus de talent actuellement. Est-ce que lui, un jour, surtout par rapport à son profil, vraiment un vrai défenseur central relancerait extrêmement fort dans le duel aérien. C'est quand même un profil très très intéressant pour la sélection dans les années à venir, je trouve. Bah, comme tu l'as dit, donc on l'a découvert surtout à l'Euro 19 il y a 2 ans. Je ne connaissais pas beaucoup, et puis voilà, il y a l'expulsion donc, du capitaine Diogo Queiroz, et tu as l'arrivée de Carmo. Et là, tu te dis, ouais, ce défenseur, il est complet, quoi. Il est bon dans la relance, c'est avec un très beau pied gauche, il est bon dans les duels, il est bon de la tête. Après, voilà, si on devrait peut-être émettre une critique et avoir une axe de progression, c'est peut-être au niveau de sa vitesse, au Mm. niveau de la gestion de l'espace. Il a encore un peu de mal avec la gestion de son dos. Mais encore une fois, c'est qu'un 99, donc il y a le temps pour lui de progresser là-dessus. Mais voilà, ouais, il va. Et donc l'année prochaine, je pense tu seras d'accord avec moi, il sera peut-être un titulaire à part entière. Donc il va progresser encore dans ce qu'il doit progresser. Et oui, pour l'avenir, c'est clairement un profil qui peut être intéressant pour la sélection. Et on parle souvent de tout ce qui est du Golate, de Ferro, nanana, et on oublie trop souvent ce jeune-là qui risque d'être titulaire à Braga, donc de jouer l'Europe, etc. Et attention à lui, ça peut être vraiment la très bonne surprise pour l'Euro U21, donc l'Euro 2021 qui est donc reporté l'année prochaine. Et voilà, donc non, c'est vraiment un excellent joueur qui, comme je dis, complet, très fort dans les duels, très, très bon dans la relance, et voilà.
Ouais, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est lorsqu'il est rentré dans des matchs quand même très compliqués. Dans le caractère. Ouais, le Voilà, c'est caractère. c'est ça. Vraiment, moi, je me dis qu'en plus, quand tu le fais, tu peux faire rentrer bah, on le dit, mais voilà, en janvier, il intègre l'effectif de Braga avec l'arrivée de Ruben Amorim. Son premier match, c'est au Dragão, c'est donc la victoire 2-1 de Braga au Dragão. Il entre à la mi-temps, puisque Raúl Silva Ouais. avait, que Ruben Amorim avait expliqué que c'était à cause du penalty qu'il concède, qui est ensuite arrêté par Mateus devant Teles, mais qu'il sentait que Raúl Silva n'était pas trop dans son match, donc il a fait rentrer David Carmo à la mi-temps, qu'il est un peu fautif sur le but de Porto, qu'il encaisse le penalty, pardon, aussi, qui est encore raté par Tiquinho juste après. Donc ces 10 premières minutes en première division sont catastrophiques. Et ensuite, il y a le 1 partout et Braga même accroche le 2-1 et défensivement, bah, il fait plus d'erreurs. Il est extrêmement solide. Il y a ce match-là, il y a le match aussi face à Benfica où il est titulaire, où il commence son match, mais il est catastrophique. Il y a ce tacle Ouais. assassin sur Rafa et on se dit il va prendre rouge et au final l'arbitre est clément. Et juste après, il n'y a plus aucune erreur, il n'y a plus rien, il rate aucune intervention. Il y a peut-être un marquage un peu laxiste sur la tête de Vinicius en fin de première période, mais à part ça, c'est un garçon oui, qui m'a, comme tu l'as dit, au niveau du caractère, qui est entré, qui avait jamais joué en pro, qui joue en troisième division, qui a joué en troisième division toute la première partie de saison presque, qui est arrivé qui s'est limite imposé. Et c'est enfin, il a deux caractéristiques qui pour moi sont excellentes, c'est sa relance, c'est-à-dire que je pense que en U19 il avait cette capacité, mais Robben Amorim comme avec tous les joueurs, on a dit non mais maintenant c'est comme ça qu'on joue, c'est comme ça que c'est la relance, et même si on est sous pression, on relance proprement. Il faut vous forcer à prendre des risques et à prendre des risques qu'on travaille. Donc c'est pas des risques extraordinaires, mais enfin si c'est des risques importants, mais il faut avoir l'audace de prendre ces risques La et donc personnalité, ouais. et de la personnalité clairement. C'est le bon mot. Et à partir de là, bah, que ce soit en équipe B, que ce soit en équipe A, il a montré enfin, dans sa qualité de relance vraiment des trucs aussi bons que Ferro, aussi bons que Dugolait pour moi à ce niveau-là de son jeu. Et il a une autre caractéristique aussi où il est très très fort, c'est le duel aérien. Là où il est, je me souviens de ces matchs, enfin quasiment tous ces matchs, et notamment ce match face au Sporting où notre ligne de défense était vraiment très haute. Et donc c'est vrai que là il fallait gérer la profondeur et notamment face aux Rangers, ça a été très très compliqué au match retour. Mais du côté du duel aérien, c'est quelqu'un je crois qu'il perd rarement des duels quand l'équipe adverse cherche les avant-centres pour essayer de contrôler les dos au but, et bah, lui il ne laisse pas contrôler les dos au but, hein, il arrive donc voilà, je trouve bien sûr qu'il a encore enfin, la gestion de la profondeur du côté de Braga, je trouve que c'était un problème collectif, parce qu'on demandait beaucoup à l'équipe d'être très très haut, d'être quasiment au niveau de la ligne médiane, et donc ça je pense que c'est un problème collectif, et que donc lui faisait partie de ce collectif et qu'il fallait qu'il progresse collectivement. Après, oui, niveau de vitesse, enfin, moi, quand j'y repense, je me dis que enfin, sa première année de junior, il l'a fait arrière-gauche. Je me dis, mais pourquoi on l'a mis arrière-gauche? C'est dans sa deuxième année de junior où on le met défenseur central gauche. Je me dis, mais pourquoi vous l'avez pas mis central gauche, quoi? Parce que c'est vrai que arrière-gauche, il pourrait jouer Il n'a pas le arrière-gauche. profil, quoi. Ouais, il pourrait jouer arrière-gauche quand t'as pas le ballon et que tu défends. Mm. Et que par exemple tu vas attaquer en 3-4-3 et que tu veux défendre en 4-4-2 par exemple, comme on le faisait avec Abel, bah, ça peut être possible, mais même si je le préfère largement, je pense qu'il apportera un largement meilleur rendement du côté du poste de défenseur central, largement, je trouve qu'il a trouvé son poste. Pour un garçon qui a eu du mal en plus, vraiment, il arrive en première année junior à Braga, il a eu du mal à s'imposer, il a même pensé à quitter le club, donc persévérance pour ce garçon qui est aujourd'hui Ah, c'est qui peut jouer en plus central gauche, qui peut jouer dans la défense à 3, qui peut jouer libéraux moi je pense à son match face aux Rangers, le match retour, même si on perd 1-0, sa première mi-temps, il fait des relances, Mm. surtout sur les latéraux, il fait des progressives passes, je crois qu'il y avait un truc de progressive passe, et les passes, le nombre de mètres le plus ouais, le nombre de mètres que tu gagnes par la passe, le plus élevé du match, mais de très 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 loin, vu ces quelques transversales courtes à ras de terre qu'il a fait, j'avais rarement vu un défenseur central l'avoir qu'à faire ça. Donc voilà, ces deux postes là. Donc ouais, clairement l'année prochaine, c'est un joueur qui, qui doit s'affirmer et qui sera logiquement titulaire. Et si on parle d'un possible départ de Bruno Viana après 3 ans à Braga, bah Braga a déjà mis son remplaçant et il vient de la formation et tu récupères le chèque avec Bruno Viana, donc c'est plutôt très bien joué je trouve du côté de Braga vis-à-vis de ce garçon qui a progressé tardivement mais qui aujourd'hui montre qu'il a largement le niveau. Oui, et puis comme tu dis, ouais, surtout, ouais, c'est vrai que c'est au niveau de sa personnalité, c'est-à-dire que il part pas forcément titulaire dans l'esprit d'un entraîneur au début, comme on l'a vu en U19, à l'Euro U9, il part pas titulaire. Mais une fois que tu le mets, il sait saisir ça. C'est ça qui est important. Et bah, dès qu'il a sa chance, il a saisi, il sort plus de l'équipe. Et voilà, c'est vrai que ça montre une très très grande force de caractère.
Donc David Carr, 8e. L'année prochaine, possiblement plus haut. S'il reste à Braga, il devrait rester à Braga. Gigot. Ensuite, on passe donc à notre top 7. Alors, notre top 7, on a eu je crois qu'on a quasiment le même top 7, sauf à une exception de près, donc c'est pour le podium, et on en parlera tout à l'heure. Notre numéro 7, là, on va commencer par les joueurs qui nous ont impressionnés du côté de Famalicão. La grosse saison de Famalicão, notre numéro 7, c'est Gustavo Assunção, le fils de Paulo Assunção, ancien joueur de Porto et de l'Atlético Madrid. Gustavo Assunção qui vient de l'Atlético Madrid, qui appartient officiellement à Famalicão. Il y a déjà eu des rumeurs du côté de Benfica vis-à-vis de la saison de ce garçon, un 2000, donc, qui fête ses 20 ans cette année. Alex, qu'est-ce que tu en penses de ce garçon qui, pour moi, on va parler du milieu de terrain de Famalicão, qui est peut-être celui qui. Enfin, dire qu'il fait la moins bonne saison des trois, c'est péjoratif, et je trouve qu'il y a. En fait, je trouve qu'il y en a deux qui font une meilleure saison que lui, je trouve. Par contre, je trouve que celui qui a la plus grosse marge de progression et le plus gros potentiel, c'est le Brésiliano-portugais, parce qu'il a la nationalité portugaise et qu'il peut jouer pour le Portugal. C'est ça, et c'est ce que tu viens de dire, c'est révélateur, ça montre à quel point le milieu à 3 de Famalicão était excellent toute la saison. C'est Gustavo Assunção, c'est peut-être lui, ouais, je dirais pas la révélation tellement il y en a eu encore au-dessus, mais c'est vraiment un des coups de cœur, parce que voilà, c'est le vrai numéro 6, mais discret, mais très bon avec le ballon, très bon en récupération. Il sait toujours bien se positionner sans ballon, il est toujours derrière la première zone adverse, donc la première ligne. Il est toujours à la recherche d'être libre, quoi, toujours dans le bon espace. Il sait très bien recevoir le ballon, toujours comment dire, toujours devant le jeu. Il trouve toujours des très bonnes passes. C'est l'une que je ne connaissais pas du tout. Et ouais, pour un joueur né en 2000, c'est vraiment très bon ce qu'il fait. Et les rumeurs pour la Benfica ne m'étonnent pas du tout. C'est vraiment un joueur ultra complet. Peut-être prendre encore plus de risques à la relance, mais c'est vraiment le style de fils qu'on aime, quoi. Très discret, mais aussi très bon dans tout ce qu'il fait et très propre techniquement. C'est-à-dire qu'on lui donne le ballon, on sait que il va t'adonner, mais derrière, il va chercher le bon espace pour la recevoir. Et tout ça, tout est fait proprement, et c'est vraiment un excellent joueur. Ouais, est-ce que tu trouves que dans un double pivot, où est-ce qu'il peut s'imposer? J'ai des doutes, moi, personnellement, mais Je vas-y. suis comme toi, je pense que c'est un joueur qui a besoin d'avoir d'espace, en fait. Je pense que mais après, il est tellement intelligent je pense qu'il saura toujours se positionner pour être libre. Mais son poste, c'est comme Florentino, c'est-à-dire en sentinelle dans un 3-3. Dans un double pivot, ça va être un peu plus compliqué, mais après, comme je dis souvent, si t'es fort, tu peux t'adapter à n'importe quel système. Donc, Ouais, il est tout jeune, hein, c'est un débile, donc ça fait partie aussi des possibles axes de progression. Ouais, au niveau du sang-froid, je trouve qu'il est, voilà, c'est un 6, donc dès qu'il est sous pression, il faut qu'il soit, faut avoir du sang-froid, et ça, il en a pour ensuite diriger la pression. Grosse qualité de contrôle de face, enfin, recevoir le ballon lorsqu'il est dos but et se tourner tout de suite par le contrôle, donc par la première touche, directement se mettre face au jeu, ça c'est un truc que j'ai remarqué chez lui. Que ça soit entre la ligne de l'attaque et du milieu adverse ou la ligne du milieu de terrain et la défense adverse, j'en souviens parce que voilà, oui, il tourne la tête. Je me souviens parce que face à Braga, Machalé, il nous fait ça. C'est-à-dire que sur le but d'Anderson, c'est lui enfin, Famalicão a besoin de marquer. Lui, il arrive entre les lignes alors que c'est pas forcément son poste. C'est entre les lignes du milieu et de la défense, c'est pas forcément dans sa zone préférentielle. Et il fait son contrôle parfaitement et il sert dans la profondeur et ça donne le but d'Anderson à Oliveira du côté face à Braga. Donc ça m'avait impressionné à ce niveau-là. Résistance au duel, je pense qu'il peut encore progresser aussi. Enfin, c'est vraiment le milieu de terrain 6 élégant qui a un profil Busquets, qui se met derrière la première ligne de pression et qui dirige tout le jeu. Si l'adversaire presse, qui va diriger le jeu pour sortir de cette pression et ensuite attaquer rapidement devant. Donc ouais, mais c'est celui qui a peut-être le plus de potentiel du côté de Famalicão. Il appartient encore à Famalicão. Les rumeurs de Benfica m'ont un peu étonné parce que c'est un peu comme. Enfin, non, c'est pas comme Felipe Soares, pardon, mais c'est un peu. C'est un 6 pur. Ouais, et donc, voilà. Non, encore une fois, si t'as besoin de passer avec un seul pivot du côté de Benfica, t'as Weigl et t'as Florentino. Pourquoi tu vas prendre Gonçalves? Parfois, c'est on se dit, mais il y a les rumeurs, mais ça veut rien dire, quoi. Faut regarder les faits. C'est un joueur qui, je pense, qui ira loin. Mais c'est un joueur qui, oui, clairement, et c'est un joueur qui, par exemple, je pense, il y a quelques années, doit signer tout de suite à Porto, par exemple. C'est un joueur qui a clairement, si t'as besoin d'un 6,
Bon, ils ont pas ils ont Vitor Ferreira, mais il peut peut-être jouer un peu plus haut. Enfin, Mm, mm. c'est pas interdit d'en avoir deux de bon niveau, hein. Surtout lui qui a aussi une grosse marge de progression. Je pense qu'il y a quelques années, à Southampton, il signe directement à Porto. Enfin, ça, c'est la gestion sportive dans un grand club au Portugal, ça donne ça. Tu vois le potentiel du garçon, tu le prends en hiver et tu le laisses finir sa saison en américain et tu sais que tu l'as déjà. Bon, ça, c'est un peu dommage. Et puis Euh, pour la sélection, ça peut être très intéressant aussi. Ça peut être très intéressant si c'est un profil qu'on n'a pas. Enfin, si je cherche bien, si on a Jean Daniel, un peu dans le. La joie Daniel qui est là Ouais, aussi, ouais. 2002, Qui qui est est un un bon peu joueur. laissé. Il peut jouer pour les U21, donc l'Euro U21 qui a été, je crois, qui a été reporté d'une année, Ah ouais? ou annulé, je sais plus. Normalement, ça doit se dérouler l'année prochaine, normalement. Oui, mais je crois qu'il est en 2022. Oh, je sais pas. Parce que comme il y a l'Euro, c'est pour ça. Ouais. Mais je crois qu'il y aura beaucoup de générations. Il y a moyen qu'il y ait énormément de générations en 2021. Mm. Enfin, en 2022, si c'est pour l'Euro. Mais en tout cas, lui est un 90, est un 2000, donc il peut jouer pour la sélection du Portugal. Donc fils de Paulo Sousa, comme on l'a dit. C'est l'une des très grosses révélations que nous a amené Famalicão cette saison, de jeune joueur en dessous né en dessous de 1998 et qui a fait une saison, qui a fait une très très belle saison. Un des points aussi qui me faisait dire qu'il n'était pas le plus important du milieu à 3, c'est face au Sporting, l'un des derniers matchs de Famalicão, où il n'est pas là. Je crois qu'il est suspendu, mais en tout cas je sais qu'il ne joue pas. Et t'as Uros Racic et Pedro Gonçalves, dont on va parler, qui étaient tout seuls au milieu de terrain et ils ont gagné le Sporting presque facilement. Donc c'est ce qui m'avait fait dire que bon, il est pas là, il a d'énormes qualités, mais il est pas là sur ce match-là. Et la différence, c'est pas. Voilà, il est pas indispensable. Donc j'attends de vous voir encore un peu plus de ce garçon dans des contextes peut-être un peu plus difficiles. Voilà. Peut-être pourquoi pas déjà l'année prochaine du côté de Porto ou C'est ça. Benfica, on verra. C'est ça, faut voir ce que ça donne dans des matchs où il sera peut-être plus, comment dire, où il y aura plus un marquage strict sur lui, où il y aura vraiment un Mm. joueur qui va le coller, etc. C'est peut-être plus compliqué. Mais voilà, c'est vrai que quand il arrive à trouver des espaces et quand il arrive à sortir de cette première zone de pression, il est vraiment excellent. Notre donc, Alors, numéro 6, alors lui, le truc c'est que j'ai vu arriver à Famalicão, alors que je le voyais sur ouais. FM il y a 2-3 ans, mais en fait, même sur FM, il était mal noté, mais c'est incroyable. Donc Uros Racic, le numéro 6 de notre classement, né en 98, prêté par le FC Valence, formé à l'Étoile Rouge de Belgrade, déjà sur 98. Donc qui a pas commencé saison titulaire, c'est Guga, C'est ça, joueur de c'est Benfica, ça. ancien joueur de Benfica, qui a commencé titulaire aux côtés de Pedro Gonçalves en poste de relayeur, dans ces deux postes de relayeur. Et au fur et à mesure du temps, bon, la qualité était Mm. bien supérieure malheureusement à Guga, qui est un joueur qu'on aime aussi, qu'on aime bien aussi. Mais là, c'était vraiment supérieur. C'est Uros Racic. Alex, qu'est-ce que tu penses de ce garçon, de ce jeune joueur serbe? Franchement, s'il n'y avait pas eu. Quand on voit ce qu'il y a au-dessus, moi j'aurais même encore peut-être mis encore plus haut, tellement il m'a impressionné. Mm. Là, il est sixième, mais il aurait pu très bien être dans le podium, tellement il est fort, mais voilà, il est encore plus fort que lui. Mais franchement, moi, il m'a régalé. Première touche de balle que j'ai vue, j'ai Mm. dit, ah ouais, il est grand, il est puissant, il est technique, Il est complet. ouais, il sait se projeter vers l'avant, il peut jouer, je pense qu'il pourrait jouer à tous les postes du milieu de terrain carrément. Clairement. Et voilà, c'est vraiment, j'allais dire profil à Matic, mais c'est encore plus que ça, parce qu'il est capable très bien de jouer encore un cran au-dessus. Ouais, c'est ça. Et il est vraiment fort, quoi. C'est des deux pieds, enfin, il est droitier, mais il peut très bien jouer du pied gauche, il est à l'aise techniquement des deux pieds. Il est vraiment ultra complet. Il me fait- J'aime pas rentrer dans ce genre de comparaison, mais il me fait penser un peu à Patrick Vieira de la grande époque. Il est vraiment ultra complet, il est vraiment ultra fort. Et là, il y a des rumeurs d'un départ à Porto, Porto. d'un échange entre lui et Diogo Eité. Mais moi, je suis Porto, je le prends mais sans hésiter. Et quitte à, tant pis, tu perds Diogo Eité, ce qui est embêtant parce que bon, ça reste un joueur très très important dans le futur. Mais c'est vrai que si tu l'échanges avec Uros Ratic, c'est la pilule et comment dire, Elle passe moins. Ouais, elle passe mieux. elle passe mieux, c'est ça. Et il est tellement fort que j'aimerais le revoir en plus au Portugal.
Bah moi c'est comme Gustavo Hutchinson, c'est t'es Porto, tu le vois, bah tu le prends tout de suite et tu le laisses finir la saison à la Family League Ouais, et tu le prends l'année prochaine tout de suite. il est incroyable. Là tu vois, je me dis bon tu le prends en mode voilà s'il vient bien sûr, parce que c'est pas encore du tout officiel du côté de Hugo Late dont on parlera à la fin, mais tu le prends parce que tu dis bah, est-ce qu'on peut prendre un joueur du côté de Valence? Ah mais on l'a vu jouer face à nous cette saison donc pourquoi pas. Mais c'est un joueur que tu dois identifier dès la saison dernière, enfin pas dès la saison, pardon, dès le début De de saison, Belgrade. ouais, même de Melun. Oui, Oui, de c'est ce Belgrade. genre, oui, c'est assez, ouais, enfin, Parce qu'en fait, il fait une excellente saison à Belgrade. oui, oui, mais du coup, et ce que je dis, c'est oui, bah, surtout qu'en plus, pendant pas mal de temps, on a quand même pas mal cherché de ce côté-là, du côté Mm, de la Serbie, avec notamment les recrutements de Zivkovic, Jovic, mm. Saponic du côté de Benfica. À Braga, on a été allé chercher Stojkovic et Vukcevic du côté du Monténégro, donc c'était un marché qu'on a cherché un petit peu, qu'on cherche beaucoup moins maintenant, mais voilà, donc c'était le genre de joueur qu'on aurait peut-être dû aller chercher en priorité, parce que lui est vraiment fort. Parmi les deux joueurs que je voulais absolument pour remplacer Palin, bah, il y a Racic, mais je pense que ça va être compliqué. Mais c'est le genre de joueur quoi, en fait, qui sait tout faire. Quoi. Au milieu de Bah terrain, oui, c'est ça, il peut jouer dans un double pivot, il peut jouer relayeur, il peut jouer numéro clairement. 6. Euh, alors je sais plus son but incroyable, je crois que c'est face à Riov, mais non c'est pas face à Riov, c'est un autre match où il sort du coup, il arrive, il est sur la largeur, il y a 3 joueurs sur lui, il dribble tout le monde, il met une frappe du gauche absolument sensationnelle. Donc c'est un joueur qui est imprévisible, qui à chaque fois qu'il a le ballon, il sait dribbler. Oui, Tu oui, le vois un peu comme ça, un peu lourd. Enfin, t'as l'impression ouais, qu'il est lourd, qu'il est un peu pâteau, mais il est mais très pas grand. du Ouais. tout. Il est tellement fin techniquement qu'il peut sortir de n'importe quelle situation avec son physique en plus. C'est incroyable. Il a des très très longues jambes et Mhm. il récupère. Enfin, Ouais, il court aussi. il fait beaucoup de mètres dans un match et beaucoup de kilomètres pardon, dans un match et il récupère aussi beaucoup de ballons au milieu de terrain. Donc il met de l'intensité. Ça, c'est un joueur qui, oui, il fait partie des joueurs des plus gros potentiels. C'est vrai on l'a mis bas. Enfin, en fait, personnellement, je l'ai mis en dessous de Pedro Gonçalves parce que c'est encore un joueur qui me fait encore plus kiffer Mhm. techniquement. C'est pour ça peut-être que j'ai mis devant. Mais Racic, oui, cette année, c'est un joueur qui a fait aussi beaucoup, beaucoup de bien du côté de Famalicão parce que enfin, les trois profils sont différents du côté de Famalicão, ils se complètent tous parfaitement et on a un Racic aujourd'hui qui clairement ne va pas rester à Famalicão parce qu'il n'est que prêté, mais qui pourrait, j'ai envie de te dire, limite pourrait jouer du côté de Valence l'année prochaine, il pourrait Ah limite oui. être dans la rotation et s'imposer. Donc je trouve que côté Valence, ce serait, enfin si tu peux donner que 20 millions d'euros et pas Racic, bah tu le gardes parce que c'est un joueur qui enfin, énorme potentiel et donc si en plus il le recruté du côté de Belgrade, c'est qu'il avait identifié et que je trouve que ce serait dommage pour notre championnat parce que j'aimerais beaucoup qu'on le garde et qu'il aille dans un des grands clubs et dans un gros club j'aimerais beaucoup qu'il aille à Braga mais ça je pense que c'est quasiment impossible mais du côté de Valence pour moi l'année prochaine il fait clairement partie de la rotation voilà, vraiment un joueur hyper hyper intéressant le Serbe Uros Rasic. Et oui, enfin, même moi, j'ai ma cinquième position. Après, bah, comme ça, bah, on pourra au moins dire sur le cinquième qui est Pedro Gonçalves. Tout simplement parce que bah, Pedro Gonçalves m'a impressionné du fait que je le voyais pas aussi fort en fait. Mm. Quand il est tu, parti à tu, Wolverhampton, tu l'avais vu un peu à Wolverhampton parce que bah ouais, mais justement, je le trouvais bof. Même au début de saison, je le trouvais bon, mais sans plus. Ensuite, mm, il a vraiment il a progressé sur les explosé années. C'est ouais. pour ça que je l'ai mis à cinquième place et devant Racic. Mais Racic, j'aurais même pu très bien mettre quatrième. C'est Ouais, trop fort. oui bien sûr ouais. Enfin C'est même tellement. troisième presque. Ouais, ouais, voilà. En tout cas, il y a le potentiel pour dans le top 3. Ouais, Tellement ça a été dur ouais, il est c'est le cassé. joueur qui m'a le plus impressionné en fait. Quand je l'ai vu, je me dis, mais gars, il est vraiment trop fort et il est vraiment complet partout. Après, qu'il se trouve en sixième position, c'est parce que, bah, comme tu dis, ça dépend aussi du temps de jeu, vu qu'il a pas beaucoup de joué en début de saison. Mm. Guga était titulaire, donc c'est pour ça qu'il est sixième. Il aurait pu très bien se retrouver dans le podium, mais allez. Il fallait faire des choix. Voilà. Donc notre cinquième, je pense que vous l'avez découvert voilà, on a dit qu'on ferait les trois du milieu de Famalicão cette année. C'est donc Pedro Gonçalves, qui est un joueur que je ne connaissais pas avant de le voir à Famalicão. Pourtant il est passé par Braga, mais c'était à une époque où les matchs des U17 ne passaient pas. Enfin, moi personnellement quand je peux voir les matchs, bah, je regarde, je m'en fous un petit peu. Donc depuis qu'on peut voir les matchs de côté de Braga, bah, je m'intéresse bien sûr bien plus. Et lui donc il était en U17, il fait partie de la Galaxy Mendes, qui l'a amené à Valence très très tôt. Galaxy Mendes, qui est parti à Wolverhampton aussi il y a 2 ans. U23, je vois. Il a joué en U23, il a joué en Coupe de la Ligue du côté de Wolverhampton. Il a fait quelques entrées en jeu. Et donc il appartient à Famalicão maintenant. Et enfin je l'adore vraiment. Parmi les trois qu'on a cités, je pense que c'est celui qui a je pense qu'il a déjà atteint
beaucoup de son, de tout ce, voilà, de son, voilà. Je pense que tout ce qu'il sait faire, il sait déjà bien le faire. Je vois pas enfin, on va en parler, mais je vois pas d'énormes axes de progression encore par rapport à Rasic, par rapport à Sonsan. Enfin, Sonsan, je pense qu'il a encore d'autres trucs à apprendre, et quand il va les apprendre, bah, ça va être très fort. Et Rasic, bah, je pense que tout ce qu'il sait le faire, il peut encore le faire encore mieux. Et s'il fait encore mieux, bah, on parle d'un top latéral, d'un top relayeur qui va faire beaucoup de bien à la fois à la Serbie et à la fois à son futur club, et surtout à Valence, qui est un club européen de Ligue des Champions. Donc ça, c'est vraiment un joueur intéressant. Et Pedro Gonçalves, bah, parce que peut-être c'est celui qui atteint le plus rapidement son C'est le niveau. plus âgé aussi, on va dire. C'est le plus Non, âgé. non, non, il a le même âge. Rasic, oui, il a le même âge que Rasic. Mais, mais voilà, donc par rapport à Pedro Gonçalves, donc, qui est un joueur qu'on a un peu tous découvert vraiment cette année, parce que voilà, il a enfin eu du temps de jeu à 21, 22 ans maintenant cette année, mais 21 ans quand il a commencé à Family Camp. Le 10 moderne, c'est-à-dire le joueur capable d'à la fois d'être relayeur numéro 8, capable d'être plus haut, notamment quand il était sur le même côté de Fabio Martins, il y a quelques Un peu le combinaisons. profil à la Philippe Soares. Oui, 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 clairement. Ouais. Peut-être un peu plus technique. Peut-être un peu plus technique. Je pense qu'il est peut-être plus entre les lignes, pour récupérer le ballon entre les lignes, de se remettre face au jeu, de jouer dans les demi-espaces. Il est peut-être un peu plus fort, mais oui, Un c'est peu un plus genre vif aussi, voilà, de plus plus, vite. ouais. Mais physiquement aussi impressionnant. C'est-à-dire que c'est un joueur puissant. Il est petit, mais il est vraiment puissant. Conduite de balle, super. Moi, je vois pas, je sais pas si vous pouvez aller voir son but face à Benfica en Coupe du Portugal lors du match aller, où il récupère un ballon, enfin, il reçoit le ballon entre les lignes, il mange Ferro en attendant le dernier moment pour faire la passe ensuite et se mettre dans l'espace que Ferro laisse derrière. C'est un joueur super intelligent qui a énorme qualité de passe, et que ce soit passe courte mais surtout passe longue quand il va chercher. Il y a certaines passes notamment sur les derniers matchs de Famalicão, il y a face à Rio Ave, face au Sporting aussi. Et je crois que c'est un festival face au Sporting en deuxième mi-temps pour Tony Martinez et puis pour Anderson Oliveira. C'est un joueur magnifique à avoir joué, dans ses appuis, dans sa vivacité, mais qui, oui, peut-être a déjà atteint beaucoup de choses, et je le vois pas, par exemple, par rapport à nos deux noms qu'on a cités, qui eux, on a dit que clairement, eux, pour aller à Benfica ou à Porto, bah, c'est les bons profils. Lui, par exemple, je pense que l'année prochaine, ça peut être Braga, et pourquoi pas un peu un club étranger après ou autre chose, mais en tout cas à Braga il fera un bien fou, surtout. Enfin, il est droitier, donc il ne remplacera pas forcément Trinquant au poste de Trinquant, mais dans la créativité, bah, ça peut être un joueur en plus que Braga pourrait prendre, surtout que c'est un joueur qui connaît très bien la maison. Ouais, bah, j'ai pas grand chose à rajouter, je pense que t'as été assez complet sur ce joueur-là. Donc numéro 5, Pedro Et Gonçalves. c'est rare à souligner tellement la génération 98 est assez moyenne au Ouais, Portugal. bah, Ça fait du bien de voir un joueur de cette qualité-là qui est né en 98. c'est peut-être le meilleur 98. C'est ça. Donc voilà, qui pourrait jouer avec les U21 aussi, qui n'a pas été convoqué. Bah, je pense qu'il aurait été convoqué pour ce mois de mars, Mars. je pense, parce que les 98 peuvent encore être appelés du côté des U21, mais on le saura jamais, parce qu'il n'y a pas de convocation en mars, désolé. Ouais. Donc voilà, donc Pedro Gonçalves numéro 5, et donc ça clôture notre milieu de terrain de Family Camp, donc on a placé 5ème, 6ème et 7ème, Gonçalves, Rasic à 12 ans, et donc on va passer à notre top 4, et notre top 4 il est sacrément relevé. Numéro 4, Marcus Edwards, l'anglais, arrivé du côté du Vitória Guimarães. L'été dernier, en provenance de Tottenham qui garde, il me semble, une clause de rachat à 15 millions d'euros, donc ils l'ont encore à l'œil, Marcus Edwards. Tu m'en avais parlé avant qu'il arrive du côté de Famalicão. Alex, est-ce qu'il a confirmé De la côté de Guimarães. de Guimarães, pardon, oui. Est-ce qu'il a confirmé toutes tes attentes du côté de Guimarães? Clairement, même plus en fait, parce que enfin, c'est le petit délié c'est totalement ma cam, quoi. Le petit feu follet très vif, très technique, très puissant, le petit gaucher qui rentre sur son pied droit. C'est vraiment tout ce que j'aime, et ouais, je le connaissais déjà parce que j'avais vu en jeune à Tottenham. Mais ce qui m'a surpris, c'est ce qu'il a fait en Europa League, quoi. Et je le pensais pas. Je me disais que pour le championnat portugais, ça allait passer facile, et je ne comprenais pas comment un des trois gros n'est pas allé le chercher, que ce soit Guimarães qui soit allé le chercher. Mais tant mieux, ça montre que ça travaille très bien Oui, dans ce bien club-là. sûr. Et voilà, et je savais que pour le championnat portugais, ça allait passer, qu'il allait faire fureur, pardon. Mais c'est ses prestations contre Arsenal qui m'ont bouleversé, qui me dit ouais, c'est peut-être un futur crack. C'est vraiment, s'il continue comme ça, sa progression, c'est peut-être l'un des futurs ailiers à suivre en Première Ligue, s'il retourne là-bas, et dans le championnat portugais, bah, ce sera clairement l'un des tout meilleurs joueurs
de notre championnat pour les années à suivre. Ah bah, s'il reste l'année prochaine, c'est clairement l'un des. Ouais. Ce sera encore C'est une attraction, plus fort. c'est une Ouais, attraction. je pense qu'il a vraiment besoin de cette année en plus l'année prochaine parce qu'il a Oui, encore quelques enfin, il montre encore bien sûr. des défauts, c'est pas dans la prise de décision parfois. Voilà, Comme d'habitude, c'est le il- profil, ouais. c'est ce genre de profil où on se dit bah, c'est toujours on veut toujours garder le Frustrant. ballon et voilà Il a mais encore pas mal de déchets, on va dire. oui, voilà, voilà, C'est c'est ce que je cherchais, c'est qu'il a, il a encore pas mal de déchets. Prise de décision, il a quand même un physique qui n'est pas forcément avantageux, même s'il aime beaucoup être entre les lignes et que c'est un joueur qui, dans les petits espaces, est très très vif et très 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 fort. Et dans la finition aussi, je pense il peut encore s'améliorer. En tout cas, dans la qualité pure, technique, dribble, technique, ouais. percussion, depuis son côté jusque dans l'axe, mais il peut aussi jouer, il peut jouer aussi entre les lignes et être très vif dans sa première touche de balle. C'est vraiment un joueur, c'est vraiment une des grosses révélations cette saison du côté de Guimarães et surtout son transfert. C'est un genre de joueur qui. Enfin, Guimarães nous ouvre un nouveau marché et s'ils ont pris aussi un autre joueur, par contre, son nom est imprononçable qui vient d'Aston Villa, qui était aussi chez les U23 d'Aston Villa. Et ce qu'a fait Guimarães, c'est de prendre un joueur des U23 donc de Tottenham qui savait qu'ils n'allaient pas forcément avoir beaucoup de temps de jeu. En fait, c'est parmi tous les jeunes, parce que les Anglais forment extrêmement bien sur ces 5-6 dernières années. D'ailleurs, Marcus Edwards gagne l'Euro 2017 face à nous. Ouais, Il c'est est ça. 98, donc notre génération 98, bon, il n'y a que des 99 presque. U19. Le U19. L'Euro 19, pardon, oui. Euro 19 en 2017. Il était dans l'équipe, donc il fait partie des très très belles générations que les Anglais ont sorti ces dernières saisons, mais qui ont du mal à, par exemple, intégrer les équipes premières. Donc, par exemple, un Phil Foden du côté Ouais, même un de Rudy Gomez, City, par exemple. oui, ou même un jeune, oui, qu'on connaît bien aussi, qui moi, c'est dur d'entrer dans les top équipes anglaises. Il y a Greenwood actuellement à United qui fait son trou, mais il n'y en a généralement pas plus d'un ou deux. Euh, Sancho est parti, Reiss Nelson a été prêté à Hoffenheim la semaine dernière. Donc Ouais, ah oui, donc lui, c'est ça. oui, c'est un Espagnol. Mais c'est un peu, oui, c'est un peu C'est vrai. l'Espagnol, mais qui repart en Espagne, mais qui faisait partie des équipes de jeunes du côté de City. Et c'est le genre de marché un peu, voilà, dans les jeunes anglais, mais jeunes pas forcément, parce qu'on parle déjà de joueurs qui sont possiblement déjà eu 23, mais qui savent qu'ils n'ont pas forcément le temps de jeu. Et au lieu de les amener en Championship, ce qu'ils font très souvent, comme Mason Mount, comme Abraham avec Chelsea, bah, essayer d'aller les chercher en leur disant mais toi tu joueras pas la Championship, tu joueras peut-être la montée en Championship et c'est aussi tu gagnes beaucoup d'expérience, notamment je sais pas moi, si tu vas à Leeds par exemple avec Bielsa cette saison, bah, tu apprendras beaucoup, mais si tu joues aussi l'Europe avec Guimarães par exemple cette saison, et c'est ce qu'a fait Edwards, bah, tu gagnes aussi beaucoup d'expérience, tu te valorises en plus au niveau européen, et donc c'est vrai que c'est limite pas étonnant de le voir partir à la fin de la saison pour le chèque de 15 millions d'euros de la clause d'Edwards. C'est très rare déjà qu'un Anglais parte de son pays. Déjà, Mm. qu'un jeune Anglais parte De pour Portugal. notre pays à nous, Ouais. Portugal, c'est encore plus rare. Donc c'est vrai que ce qu'a réalisé Guimarães, c'est vraiment la voie à suivre. C'est Ouais, sûr. Je rejoins sur ça. voilà, je tente de voir le défenseur central, je sais plus comment il s'appelle, désolé. Ouais, il a fini Mais quand? il a signé cet hiver. Ils ont fait signer aussi d'autres joueurs, mais pour leur équipe B, un autre anglais je crois, mais il faudrait que je retrouve le nom. Non, un allemand de Leipzig. Un allemand de Leipzig. Donc ils vont chercher, ils commencent vraiment à aller chercher un peu les joueurs un peu. Enfin, qui ont peut-être pas forcément encore le niveau pour jouer dans ces top équipes de formation que sont les Leipzig, que peuvent être les équipes anglaises comme Tottenham City, parce que c'est des équipes anglaises qui font pas forcément confiance totalement à leur formation, mais qui forment très très bien. Donc faut aller chercher, faut le chercher un petit peu, faut aller chercher, faut arriver à les convaincre. Et donc ils ont fait signer 2-3 joueurs aussi comme ça, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant et ça ouvre des nouveaux marchés dans cette optique, on en parle souvent ces dernières semaines, de recrutement et d'avoir de meilleures idées. Et Guimarães, depuis l'été dernier, avec l'arrivée de Carlos Freitas du côté de la direction sportive du club de Guimarães, nous montre une voie, mais il faudrait juste pas qu'elle soit exploitée que par le Vitória, bien sûr. Donc ça c'était pour notre numéro 4. Enfin, on le met numéro 4, mais Neuen Perez numéro 3 parce qu'il est plus jeune Perez. Ouais, Allez, c'est ça. on fait. Moi, j'avais mis sur le podium, Voilà, toi, voilà, t'avais mis Edwards 4ème, moi, c'est j'avais ça. mis Perez 4ème. Donc, ouais, Voilà. on va Ouais, mettre Edwards sur 4ème, on va mettre Perez 3ème. enfin, il n'y a que le premier qui compte, hein, et on sait qui c'est, donc c'est pas grave. Mais donc le troisième, Neuen Perez, donc un autre joueur de Family Camp, mais cette fois-ci une défense centrale. Euh, je vais te laisser commencer sur ce Bah, défenseur ouais, central qui a été convoqué avec l'équipe d'Argentine, prêté c'est ça. par Donc, l'Atlético. on a Euh, parlé de Gonçalves, on a parlé de Sosa, on a parlé de Rakitic, donc c'est tout ce joueur-là qui pourrait rester au Portugal. Lui, par contre, non, non, lui, je pense qu'il est déjà beaucoup trop fort pour rester au Portugal, même à Benfica, même à Porto. Je pense que c'est le genre de joueur qui jouera avec l'Atlético Madrid, qui jouera peut-être sous Simeone l'année prochaine.
voilà, il est déjà beaucoup trop fort pour notre championnat. Il a déjà été sélectionné en sélection de l'Argentine. Donc c'est vraiment le défenseur moderne, défenseur central moderne, rapide, Mm. à l'aise balle au pied, dans la relance. Il se jette rarement, il défend toujours debout. La grinta, enfin voilà, c'est le type de défenseur qui fera carrière à Etitico. Il est déjà beaucoup trop fort pour notre championnat et aussi jeune. Donc bravo à lui, félicitations à Famicom d'être allé le chercher. Et Ouais. voilà, donc c'était quelque chose à rajouter. Bah c'est un 2000, donc c'est un Ouais, très très c'est très un garçon. jeune joueur qui donc a commencé, donc qui a été convoqué avec l'Argentine. Je crois qu'il a pas été sélectionné encore. Il n'a Et pas moi, joué. ce qui m'a surtout, enfin ce qui était évident, c'est lors du mois de janvier où Famalicão fait sa série de 8 matchs sans défaite, sans victoire, pardon, et il est pas là parce qu'il joue le tournoi pré-olympique avec l'Argentine, un tournoi pré-olympique qui ne sert plus à rien puisqu'il n'y aura pas de Jeux olympiques à la truc, donc ils doivent un peu avoir le seul du côté de Famalicão parce qu'ils ont perdu leur défense, leur meilleur défenseur central, mais de très 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 loin leur meilleur défenseur central. Et clairement, son absence s'est ressentie du côté de Famalicão quand il n'était pas là derrière, parce qu'il n'y avait que Roderick Miranda et Patrick William, et bon, c'est absolument pas du même niveau, c'est pas le même univers. Et donc, oui, Newman Perez qui pourrait intégrer enfin, Je pense la c'est rotation ça du côté sera. d'Atletico, est-ce que ce serait pas un peu tôt? C'est un client de 2000. Je me dis pourquoi pas un autre prêt du côté enfin peut-être de Porto, enfin, est-ce que Porto a vraiment besoin de valoriser un joueur de l'Atlético? C'est peut-être un autre prêt Oui, autre après il part. peut très bien encore rester, il peut encore très bien rester encore une saison chez Samaïcan. Ouais, bah il faudrait. Pourquoi pas? Je pense que Famecão, s'il jouerait une Coupe d'Europe, pourquoi pas, mais sans Coupe Ouais, d'Europe, peut-être un peu plus c'est compliqué. plus compliqué. Mais moi, j'avais déjà eu la question en plus savoir est-ce qu'il est prêt pour. Enfin, il y a longtemps déjà, donc c'est qu'il a impressionné vraiment depuis le début de la saison, qu'il pouvait déjà être prêt pour l'Atlético. Je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, il sera prêt un jour. Est-ce que ce sera directement l'année prochaine? Je ne sais pas, en tout cas, pourquoi pas. Enfin, on en parlera peut-être avec Famecão, mais il fait la pré-saison avec l'Atlético et s'il impressionne, bah, qu'il reste. Et si Simeone pense qu'il n'est pas encore totalement prêt, bah, qu'il soit prêté dans un club d'un meilleur niveau. Mais oui, t'as tout dit par rapport à. Je pense que si on compare avec notre numéro 2 qui est Tapsoba, donc qui est parti depuis. Ouais. Mais bon, il est parti que depuis. Enfin, il y a eu qu'un seul mois de compétition, ça, Tapsoba, donc on l'a mis quand même numéro 2. Mais je trouve que défensivement, il est encore plus fort, c'est qu'il Ouais, il est plus concentré, il contrôle mieux son espace c'est derrière. ça. Il sait il sait mieux quand il faut aller au duel que Tapsoba. Peut-être dans la relance, il est moins fort que Tapsoba, mais on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, Newman Perez qui fait partie donc des grosses révélations que nous a offert Famalicão cette saison. Donc voilà, donc je peux le dire, j'ai adoré cette équipe, sauf quand on a dit qu'ils étaient quatrième grand au début de la saison, où là j'ai pas trop aimé. Donc j'avoue que je voulais les rattraper. On a 10 points d'avance. Maintenant, je peux le dire, Ouais. j'ai adoré cette équipe. Voilà. C'est vraiment c'était la grosse surprise Ouais, c'est la et grosse. il y a eu quelques doutes sur cette équipe au début de saison et bah, ils ont fait taire tous les doutes quoi. Non, gros travail, donc, on peut le dire, de Juan Pedro Sousa qui est arrivé. Donc on se demande peut-être même si c'était pas lui le vrai entraîneur quand il y avait Marco Silva, puisqu'on voit Marco Silva se faire jarter dès qu'il est plus Ouais. là, donc on peut se demander si c'est pas le Jean-Louis c'est portugais. Mais donc voilà, donc Newman Perez numéro 3, génération 2000, donc 20 ans cette année, et énorme potentiel. C'est Un ça. deuxième joueur qui, bon lui, bah, il est déjà là, il est plus là, Il est déjà au mais il est niveau. déjà au niveau. Et quel mois de février du côté de Leverkusen. On va aussi un peu parler de son épopée du côté de Guimarães Edmond Tapsoba, 99 burkinabé, international burkinabé, qui est arrivé donc, si je ne me En trompe pas, échange. C'est ça. enfin qui est arrivé à l'échange en Ouais. 2017, qui est arrivé donc en junior première deuxième année du côté de l'échange, qui a été recruté tout de suite 6 mois après par le Vital, donc en junior du côté du Vital, qui l'a mis 6 mois en U19, qui a joué la saison dernière en équipe B, qui comme l'équipe B de Braga a été relégué, donc il a joué aux côtés de Romain Correa, joueur de la génération 99 qu'on connaît, toute la saison dernière. Malheureusement pour Guimarães, l'équipe B est descendue comme celle de Braga. Je l'ai vu jouer 2 fois la saison dernière, je connaissais le nom. L'année dernière, c'est pas le joueur qui m'a le plus. Enfin, tu sentais les qualités, mais c'est un peu comme Trinca en B, un peu comme Romario Barro la saison dernière. Tu sens les qualités, mais c'était pas extraordinaire. C'était Ouais, tu sens pas. que c'est des joueurs qui ont besoin d'un collectif en fait. Voilà, tu sens que c'est pas que c'est la B, que c'est leur première expérience en professionnel, ils sont là pour être formatés. Donc j'invite nos lusophones à aller écouter le podcast qu'a sorti
enfin si on peut les appeler des confrères de ProScout, l'interview de Louchkash, donc c'est un podcast portugais, peut-être qu'on le mettra en description, mais il parlait de l'importance des équipes B, qu'il disait que la majorité des joueurs ont besoin d'une équipe B, enfin il y a les gros cracks, pas forcément besoin bien sûr, la grande majorité des jeunes en ont besoin de faire cette transition, et quand ils sont dans cette transition, bah, on voit des qualités, mais on voit pas notamment tout ce qu'ils arrivaient à faire en jeune, parce qu'il y a quand même encore enfin il disait qu'il y a un énorme gap entre les juniors et l'équipe B en deuxième division, et qu'il y a encore un immense gap entre la B et l'équipe première et la A, surtout quand t'es un club qui joue l'Europe comme Guimarães, et encore plus quand t'es Benfica, Porto, enfin je vais pas dire le Sporting parce qu'ils n'ont plus l'équipe B. Grosse bêtise ça. On va y Euh, revenir là, bon, on y reviendra ah bon, prochainement. ouais. Donc voilà, donc bêtise réparée. Du côté de Tapsoba, par contre, cette année, il a rencontré son âme sœur, Ivo Vieira, l'homme qui a fait progresser Chiquinho à vitesse de grand V, et qui a donc fait progresser encore plus rapidement Edmond Tapsoba. Alex, je te laisse parler de ce garçon qui nous a ébloui sur seulement 6 mois, mais qui nous a vraiment ébloui. Ouais. Bah, je pense que Xavier, c'est au niveau de la relance. Ouais, c'est sûr. Il trouvait des lignes de passe incroyables pour un si jeune joueur. Et voilà, donc quand tu es un défenseur comme ça et que tu es le premier relanceur et que tu trouves directement la deuxième ligne de pression adverse, forcément tu tapes dans l'œil directement d'un club européen, parce que les défenseurs comme ça sont très rares. Et si en plus de ça tu ajoutes des qualités défensives, si en plus de ça tu es très bon défensivement, forcément tu ne restes pas longtemps dans un championnat portugais. Donc voilà, son départ m'a pas surpris. C'est dommage qu'un grand club, enfin qu'un gros comme Benfica ou Porto ne soit pas allé le chercher. Mais voilà, il est déjà à Leverkusen, il est déjà prêt pour le haut niveau, et sa progression, bah, comme tu dis, elle est encore immense, parce que notamment dans des styles genre gestion de l'espace, dans le dos, etc., il peut encore progresser. Comme on l'a dit tout à l'heure, Pérez est un peu au-dessus sur ces éléments-là, mais voilà, c'est déjà très très bon pour un joueur de son âge. Et ce qui est flippant, c'est que ouais, il n'a pas fini de progresser. C'est ça. On sait pas ce que ça va donner dans les années à suivre, quoi. Enfin, moi, ce qui m'a ébloui, c'est parce que j'avais regardé son match ensuite, son premier match, donc c'est une semaine après son arrivée à Leverkusen. C'est Leverkusen-Dortmund. Dortmund, Il joue, enfin, toute sa carrière, enfin, avec Guimarães, je l'ai toujours vu, donc central droit dans une défense à 2. Et le premier match avec Leverkusen, il joue central gauche dans une défense à 3. Et c'était encore mieux. Donc, c'était encore mieux, oui, c'était encore plus oui, pro pour la relance, quoi. oui, il y avait encore des angles de passe plus difficiles à trouver. C'est ça. Bien sûr, quand t'es pas sur le pied gauche, quand t'es central gauche, il est droitier central gauche, donc c'est autre chose. Un peu comme Bolly le fait à Wolverhampton. Donc il faut avoir un peu d'intelligence cognitive pour trouver de nouvelles solutions et s'adapter. Et il s'est adapté en une semaine. Donc au niveau de enfin c'était le défenseur parfait pour Ivo Vieira, parce qu'il veut avoir le ballon et il veut surtout avoir un défenseur lanceur, parce qu'il y a eu Pedro Rodriguez qui est revenu dans la course du côté de Guimarães, mais à un moment il y avait juste Mikel Agou en 6, donc il fallait quelqu'un de meilleur pour pouvoir relancer. Et lui, dans sa conduite de balle, dans aller chercher l'espace quand il est devant lui, d'aller provoquer l'adversaire et ensuite faire la passe d'entre les lignes, voilà, au niveau de la relance, il est plus fort que Pérez. Au niveau défensif, oui, c'est un truc qu'on avait noté, notamment lors du derby face à Braga, où il était venu au duel très très haut duel du côté avec Paulinho, sauf que je sais pas, on lui a pas dit que Paulinho, dos au but, tu ne prends pas la langue comme ça. Et Paulinho, il a trouvé le troisième homme sur la largeur, et il a dû défendre en reculant sur toute l'action, et ensuite laisser trop d'espace devant pour Paulinho. Donc voilà, cette façon, il a encore ce petit défaut de concentration, premièrement, ce défaut d'aller chercher un peu trop le duel et pas forcément au bon moment, et de contrôler un peu la profondeur un petit peu mieux. Mais il a que 21 ans cette année. Il a trop tendance encore à sortir sur les joueurs, c'est ça. les joueurs et prendre l'espace. Voilà. Mais c'est vrai que quand il sort dans le bon tempo, bon bah là il tacle rarement. Je l'ai rarement vu tacler les deux pieds décollés, enfin les deux pieds décollés, tacle à ras de terre, mais c'est vraiment toujours debout, toujours là rapidement à mettre son corps en opposition entre le ballon et sa cage. Donc oui, mais c'est vrai que c'est plus au niveau de la relance qui nous a fortement impressionné. Edmond Tapsoba, donc il joue déjà à Leverkusen. Super recrue, parce que c'est l'identification du profil parfait du côté de Leverkusen pour la défense, enfin pour la défense à 2, et parfois aussi surtout pour la défense à 3, mais aussi en défense à 2 du côté de Leverkusen, et du côté de Peter Bosz, qui avait pas, enfin il y avait Sven Bender, il avait Wendel qui faisait jouer à ce poste là un peu de central gauche, mais c'était pas extraordinaire. Il y avait Jonathan Tah du central droit qui lui faisait le taf au niveau de la relance, mais là il prend
voilà, c'est le joueur parfait. Et oui, on le disait, j'avais fait un tweet il y a 2-3 semaines sur ce côté de pourquoi Benfica et Porto n'avaient pas identifié avant. Et on m'avait répondu, mais il coûtait déjà trop cher cet hiver. Non, mais je parlais junior, peut-être pas début de saison, mais tu dis, regarde-le. T'en es déjà en junior, c'est pas normal, franchement, qu'il soit. Enfin, c'est pas normal qu'un défenseur, enfin, aussi parfaitement un défenseur central aussi moderne qui est dans notre championnat, dans nos instances de formation, soit pas repéré par les deux plus grands clubs de notre championnat. Donc déjà à l'époque, pas maintenant, parce que maintenant c'est vrai que bon, même si Benfica claque 20 millions pour tout le monde en ce moment, lui il a coûté que 17 millions d'euros, 16 millions d'euros du côté de Leverkusen, donc c'était pas impossible encore cet hiver. Quand on voit que par exemple tu vois, t'as un Robben Dias, tu sais que le moment où un joueur va devoir partir, il y a un joueur quand même qui est dans ton championnat, qui est là depuis 3 ans dans ta deuxième division, dans ta formation, et tu te dis pas, je vais vendre sûrement Robben Dias plus de 50 millions d'euros, pourquoi je le prends pas à 16 millions d'euros de Tapsoba, je commence à le faire jouer dans ma rotation, là en plus j'ai un Ferro qui est moins bien, j'aurais pu déjà commencer à le faire jouer, ce genre de truc, voilà. Bon, ça s'appelle. Ils ont peut-être l'idée de faire ça avec Perez, hein, qui sait. Bah pourquoi pas, oui, mais c'est ce genre de truc là. La filiale, Oui, il a fait la Jorge Mendes, surtout que oui, si l'Atlético fait pas du tout confiance à Pérez, pourquoi pas, c'est le genre de transfert d'anticipation au niveau de ta gestion sportive qui doit être fait pour moi par un grand club de notre championnat, par rapport à ces jeunes joueurs, ces jeunes espoirs en plus qui sont dans ton championnat. Tu vas pas les chercher à l'étranger, là, ils sont vraiment chez toi, donc c'est bon, c'est comme ça. Donc on a fini pour Edmond Tapsoba qui joue avec Leverkusen, donc allez le voir dès que la saison de Bundesliga reprendra, et notre premier, on en a tellement parlé. On a fait un podcast sur lui entièrement. Mais le premier de ce classement, il est évident. Il joue à Braga. Il s'appelle Francisco Trincão. Alex, il faut bien qu'on rajoute un petit truc sur lui pas, parce que c'est le premier, mais on en a tellement dit moi, ce que je conseille, c'est de voir les matchs contre Rangers, tout simplement. Ouais. Je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense que le match aller. Le match aller est incroyable. Dans le texte, dans le truc, c'est tellement bon techniquement, il est tellement au-dessus que oui. Il y a un match, le match de Coupe du Portugal face à Benfica, il n'y avait pas encore Sapinto, c'était son avant-dernier match en Coupe du Portugal, on perd 2-1 à la louche, et il fait un match, il est titulaire, il fait un match monstrueux. Je le trouve encore plus fort contre les Rangers, moi. Je trouve. Oui, non, mais c'est fait partie de ces matchs. Face à Portimonense, le dernier match, c'est face à un adversaire moins fort que les Rangers, mais il avait été aussi, il fait un doublé passé, un but de passé. Son transfert au Barça là encore plus libéral. Ouais, je pense franchement, je pense que mentalement, il est totalement prêt. C'est vraiment un joueur qui a été préparé à ça, je pense qu'on l'a préparé à aller chercher un grand club. Alors, je pensais pas forcément que ce serait forcément le FC Barcelone tout de suite, mais voilà, 7 buts cette saison, 9 passes décisives. On parle de stats pour une première saison, surtout qu'en première partie de saison, voilà, il joue pas du tout. Ouais, voilà, il joue peu. Ouais, il joue vraiment à partir de décembre, donc il y a 3 mois. Et même ces 3 mois-là, il fait une passe décisive face à Famalicão. En Coupe du Portugal, il fait une passe décisive et une passe clé. Donc il y avait déjà le talent est incroyable. On l'a répété tellement de fois. Malheureusement, le Covid-19 m'enlèvera peut-être ces 10 derniers matchs à Braga quand même. C'est incroyable. Parce qu'en plus il me laisse sur le match face à Portimonense où il est monstrueux, et je me dis qu'il va faire ses 10 buts, 10 passes D, et ce sera énorme pour une première saison en pro. Donc voilà, c'est pas du tout étonnant que du côté du FC Barcelone, qui signe du côté du FC Barcelone, on le répète, on le dit, il est peut-être inconnu pour certains, mais il sera plus inconnu pour tous très bientôt. Dès la saison prochaine, j'en avais parlé avec Noël Pérez, pour lui tout va se jouer un peu sur la pré-saison. Parce que tu vois, quand tu compares à un Ansu Fati, je trouve qu'il est pas du tout. Alors, Ansu Fati est en 2002, ils ont 3 ans d'écart, mais je trouve qu'il est tout aussi fort. Alors après, peut-être le Barça. C'est pas le même profil, et oui, je pense que Trincão correspond plus au profil Barça. À l'ADN Barça. Après, il joue à un poste où il y a un petit joueur. Il y a un bon petit joueur. Mais ouais, je pense que tout va se jouer sur la pré-saison. C'est-à-dire, soit le Barça manque un peu de joueurs offensifs. Il y a Dembélé qui devrait revenir, mais je pense qu'ils ne gardent pas Braithwaite, donc je pense qu'il s'il est bien en première saison et que le Barça n'a pas tout de suite recruté un joueur et qu'il arrive à convaincre tout de suite l'entraîneur qui sera, je pense que ce sera Quique Sétienne, mais c'est pas totalement sûr. Mais tout va jouer en pré-saison pour moi, c'est-à-dire que s'il arrive à convaincre de rester dans le groupe pour la saison, pour moi la première partie de saison, tant mieux, et comme ça après, si tu joues dans le contexte Barça avec les joueurs qui est autour, peut-être le collectif va sûrement te valoriser.
Et donc voilà, moi je pense que tout va se jouer. Sinon pourquoi pas un prêt. Pourquoi pas un prêt à Valence, pourquoi pas un prêt à Séville dans un club C'est ça. un peu en dessous, mais qui jouera aussi la Ligue des Champions l'année prochaine, parce que l'année prochaine il doit jouer la Ligue des Champions. C'est un joueur au talent inouï. Un talent Ligue des Champions, tout simplement. Ouais, talent Ligue des Champions. Là, on n'a plus de mots pour Francisco Trinca, on n'a plus de mots pour ce joueur qu'on suit depuis tellement d'années. Et pourquoi pas l'Euro 2020 en 2021 l'année prochaine déjà en 2021. Pourquoi pas Francisco Trinca, si vous on en a parlé la semaine dernière, donc vous pouvez aller voir notre émission sur les vainqueurs de l'Euro. On avait parlé des jeunes, il en fait partie, donc Francisco Trinca, homme à suivre, et donc premier de notre classement de cette saison. Je pense que si on aurait fait le classement l'année dernière, c'était Jean-Félix le premier, largement. Oui. Bah, c'est encore un talent de la génération 99 qui est là, Et l'année prochaine aussi. et peut-être que l'année prochaine aussi. Pourquoi l'année prochaine, Alex? Parce qu'il y a quand même des noms qu'on n'a pas cités, et on va y revenir, et on trouve que c'est pas normal. Et je pense que si on les a pas cités, je pense que c'est normal. Voilà, on pense bien sûr à Diogo Leite, on pense bien sûr à Jean-Philippe, on pense bien sûr à Diogo Costa, et on a été gentil avec Florentino, mais on va englober ces quatre-là. On parle du noyau dur de la sélection de la génération 99, même pas avec Trinca, parce que Trinca, il est même pas là à l'Euro 17 en 2016, donc ces quatre-là, à part Diogo Leite, qui est pas là. Et on oublie Jetson aussi, on peut le mettre, hein, parce qu'il n'y a pas joué non plus, et qu'il est prêté, après j'ai un autre avis sur Jetson en me disant que bon, si ça marche pas parce que t'as pas le profil, bah, autant aller voir ailleurs et essayer de t'imposer ailleurs. Bon, est-ce que ça marchera à Tottenham? Est-ce que c'est encore le meilleur contexte? On verra l'année prochaine surtout. Mais c'est ces trois talents-là, on met quand même dans les 7 premiers de 2000. Neuen Perez et Gustavo Assunção, eux c'est les 99, c'est parmi les meilleurs 99 de notre génération 99. Ils jouent à Porto et Benfica. Alex, est-ce qu'il y a un problème avec les jeunes du côté de Benfica et du côté de Porto? Surtout côté de Porto. Surtout du côté de Je pense Porto. qu'on en a parlé un peu. Et encore du côté de Benfica, je vais On en continuer. reviendra après, ouais. Mais la gestion sportive de Porto, c'est une qualité. Voilà, là on parle d'un départ, ça parle d'un départ à Valence pour 20 millions. C'est catastrophique. Il y a pas de Diogo Leite. Oui, on parlait de Diogo Leite. Il aurait dû être titulaire cette année, depuis bien longtemps. Enfin, ils sont partis chercher Marcano. Je ne sais toujours pas pourquoi. Bien que Marcano fasse une bonne saison. Oui, mais Diogo Leite peut faire une aussi bonne saison, voire mieux même. Clairement, même encore voire mieux, parce qu'à ne pas oublier que Diogo Leite était titulaire en août l'été dernier. Ouais. Il y a un an, il y a quasiment 2 ans, il était titulaire déjà à Porto. Il saute d'un coup, pour je ne sais quelle raison. Et voilà, c'est comme Diogo Costa, il aurait pu très bien commencer la saison titulaire. Ils sont partis chercher Marquinhos qui est excellent. Hein. J'en ai rien en qualité de ce gardien-là. Mais voilà, je sais pas, ils ont du mal à faire confiance aux jeunes. Porto, depuis quelques années, c'est incroyable. Peut-être c'est dû à Conceição, je ne sais pas. C'est une gestion sportive qu'on a répété tout au long de la saison qui est assez catastrophique, surtout